Heu, non, c'est juste que, la fonction partagée n'apparaît pas. Je sais pas pourquoi. Heu, Heu, regardez peut-être dans attendez. Bon, je vais vous présenter en attendant, même si on ne vous présente plus. Vous êtes donc le professeur Copeau, professeur en hématologie. Vous assurez la chefferie du service d'hématologie de l'hôpital Saint-Antoine et également du Centre national de référence français des microangiopathie thrombotique. Et vous avez assuré la coordination de la rédaction du PNDS sur les microangiopathie thrombotique et vous nous avez fait l'honneur de bien vouloir participer à ce webinaire. Voilà, je pense que votre écran est partagé. Très bien, alors dites-moi juste si je fais ça, est-ce que vous voyez Voilà, les diapos défiler? Ouais, c'est bon. c'est Ouais, bon, on les voit parfait. défiler, il Alors faut je juste les me mettre mets en plein écran en plein écran. Très et puis bien. on y va. Alors masquer, très bien. Bien, bah, écoutez, merci beaucoup de votre invitation. Je suis ravi d'être, ce soir parmi vous, au moins virtuellement pour, donc vous faire un point sur, le PTT pour lequel effectivement, il y a beaucoup de choses qui se sont dites, ces dernières années et l'année dernière, 2024, était le centenaire de la description de la maladie par, le fameux Moshkovitz, qui voilà est le père un petit peu de cette maladie et en plus en 2024, on a eu le résultat de l'essai tant attendu qui rapportait l'efficacité de la protéine ADAMTS13 recombinante. Ça faisait plus de 20 ans qu'on attendait ça. Donc, on vit effectivement une période assez excitante dans le domaine de cette maladie. Donc, mes conflits d'intérêts. Donc, je vais commencer par vous présenter le cas réel d'une patiente qu'on a pris en charge à Saint-Antoine il y a quelque temps. Et donc, cette patiente, elle résume beaucoup des problématiques dans le domaine des microangiopathies. Donc cette patiente de 46 ans, elle a été admise aux urgences ici pour ce qui était du purpura, des ecchymoses et elle décrivait un déficit focal du bras gauche et cette patiente avait pour principaux antécédents une surcharge pondérale, une thyroïdite auto-immune, c'est une patiente qui est originaire des Antilles et en fait, au moment de l'examen, il n'y avait plus de déficit au niveau des membres. Et donc, un bilan biologique est réalisé. Et là, on lui trouve 9 grammes d'hémoglobine, 7000 plaquettes, 135 gigas de réticulocytes, des schizocytes un petit peu, pas beaucoup, 1 à 2%. Le test de Coombs, il est faiblement positif, mais positif quand même. LDH élevé, signe d'hémolyse et une insuffisance rénale avec une créatinine à 150 micromoles par litre, pas enceinte, pas VIH. Donc, devant ce tableau de microangiopathie thrombotique, on dose l'activité ADAMS13 qui est habituellement disponible quelques jours après qu'on l'ait demandé. Donc, à cette étape, les questions que j'ai pour vous sont les suivantes. Le diagnostic de cette patiente est compatible avec un PTT ou alors, parce qu'il y a quand même une insuffisance rénale, c'est compatible avec un syndrome hémolytique urémique. À votre avis, cette patiente devrait être traitée par des échanges plasmatiques quotidiens des corticoïdes d'emblée, ou alors on devra faire d'emblée des échanges plasmatiques, des corticoïdes, du rituximab et du caplacizumab, ou alors vous vous dites que pour le caplacizumab, il faut quand même attendre l'activité ADAMS13 qui confirme le diagnostic de PTT, et si c'est bien PTT, on commence le caplacizumab. Donc, je vous ferai la réponse à la fin de la présentation. Donc ça, c'est pour vous situer, le cadre nosologique des microangiopathies et du PTT au sein des MAT. Donc le terme de MAT définit un groupe de maladies qui ont comme, tronc commun une anémie hémolytique, mécanique, donc ça veut dire associée à des fragments de globules rouges, donc on appelle des schizocytes, une thrombopénie périphérique par un mécanisme de consommation et les plaquettes sont consommées en formant des microthrombines dans les capillaires et les artérioles qui vont entraîner des défaillances d'organes de sévérité variable.
Et au sein de ce tableau générique, eh bien, en fonction du mécanisme du type de microangiopathie, on va distinguer le PTT, qui lui se caractérise par un déficit sévère en Adams 13 congénital ou médié par des auto-anticorps. Et donc là, c'est facile de comprendre que le principe, c'est d'apporter de la protéine Adams 13. Et puis, ce dont parlera Mogli Le Quintrec, l'échu, donc associé, post-infectieux associé à une chigatoxine, quand on contracte une bactérie qui produit ce type de toxine, ou alors dans un petit nombre de cas, l'échu atypique associé à des anomalies de la voie alterne du complément. Et donc là, évidemment, le traitement de prédilection, c'est les anticompléments. Et puis vous avez un troisième groupe de microangiopathie qui est très important parce qu'en termes d'épidémiologie, c'est quand même le plus important, hein, c'est presque les trois quarts des types de microangiopathie qu'on peut rencontrer, et c'est des maths associés à des contextes particuliers, contextes qui vont être directement responsables du tableau de microangiopathie. Donc c'est les HELLP syndromes chez la femme enceinte ou en postpartum immédiat, les HTA malignes, les contextes de cancer avec des maths paranéoplasiques ou de chimiothérapie, les contextes de transplantation au sens large, et en particulier, nous en hématologie, on voit ça, les microangiopathies post-allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Et donc, ce troisième groupe de microangiopathie, maintenant, on le distingue bien. Pendant longtemps, on a essayé de le faire entrer avec un chausse-pied, si je puis dire, dans le groupe PTT ou CHU. En fait, non, ce sont des microangiopathies qui ont leur mécanisme physiopathologique proche, leur pronostic souvent moins bon, et donc un traitement particulier qui consiste souvent à traiter cette pathologie associée, qui permet souvent de faire entrer la microangiopathie dans l'ordre. Alors, je vous disais que ça fait 1 siècle et 1 an que le PTT a été décrit par Moszkowicz, et donc à l'époque, on ne savait pas très bien ce qu'il en était de cette maladie. Le premier cas de PTT, la jeune fille de 16 ans, il en est décédé au bout de 15 jours parce que personne ne savait comment la traiter. Et il a été autopsié, on n'a rien compris. Et c'est là que Moszkowicz, qui était le pathologiste qui a regardé les organes, a décrit ces lésions de microthrombie dans la plupart des organes. Et c'est lui qui a le premier décrit ce qui allait devenir les lésions de microangiopathie, qui étaient ici présentes chez le premier cas de PTT décrit. Donc aujourd'hui, on sait que c'est un cas particulier de microangiopathie qui se caractérise par un déficit sévère en Adams 13 ou congénital. On appelait ça avant le syndrome de Upshaw-Schulman. Et cette forme congénitale, elle survient ou chez les nouveau-nés ou juste après la naissance, ou alors, je vous en dirai un mot si on a le temps, au cours de la grossesse. Il y a une forme très spécifique à la grossesse, à côté de laquelle il ne faut pas passer, compte tenu des problématiques de récidive, de perte fétale et de prévention de ces pertes fétales, avec un traitement prophylactique qui marche de manière remarquablement efficace. Alors, c'est une maladie ultra rare, hein, c'est ce qu'on appelle une maladie orpheline. Et à côté de ça, vous avez la forme auto-immune qui, comme pour beaucoup de maladies auto-immunes, touche plutôt les femmes, typiquement en âge de procréer, ce qui souligne le rôle des estrogènes dans la physiopathologie de cette maladie. Donc vous avez une courbe de Gauss dans la répartition en fonction de l'âge, avec vraiment un pic autour de la quarantaine. Voilà. Et c'est une maladie, donc au premier message que je répéterai souvent, qui est spontanément fatale si on ne fait pas un traitement adapté rapidement. Et l'incidence, elle est de quelques cas par million d'habitants et par an, ce qui représente en France, tous les ans, un peu plus de 100 nouveaux patients. Alors ça, c'est pour vous montrer que c'est une maladie multisystémique, hein. Il ne faut pas penser que le PTT, c'est une maladie surtout avec une atteinte cérébrale et éventuellement du rein. C'est une maladie qui touche tous les organes, et quand on autopsie les patients décédés, alors évidemment, c'est on autopsie les plus graves, mais ça montre bien, dans ces formes graves, que tous les organes, presque sans exception, sont le siège de thrombie au niveau de la petite circulation. C'est le cas non seulement du cerveau, mais aussi du cœur, et c'est une source de mortalité importante dans cette maladie. Le pancréas, c'est une des raisons pour lesquelles parfois ces malades ont des douleurs abdominales, le rein, les glandes surrénales, tout le tube digestif, les organes lymphoïdes, les muqueuses, etc. Donc c'est véritablement une maladie multisystémique. Alors,
plus je fais ce topo et plus j'ai tendance à commencer par la fin. Cette diapo que je vous présente, souvent je la mettais en conclusion et finalement, vous allez voir qu'avec les schémas thérapeutiques actuels, c'est ça qui est le plus important aujourd'hui, surtout quand on n'est pas un hyper spécialiste du PTT qui en voit tous les jours. Vous allez voir que actuellement, le traitement du PT est tellement efficace que une fois que le traitement est commencé, le taux de décès, il est devenu exceptionnel. Et l'essentiel des patients, en tout cas en France, qui décèdent encore de la maladie, eh bien, c'est parce qu'il y a eu un retard ou dans le diagnostic ou dans la prise en charge. Et là, c'est véritablement, comme vous voyez, une loi qu'on pourrait dire du tout ou rien. Si vous faites un diagnostic rapide et un bon traitement, vous sauvez le malade dans plus de 95% des cas, donc presque toujours. Alors qu'à l'inverse, si vous passez à côté, vous commencez un traitement qui n'est pas le bon, là c'est l'inverse, presque tous les malades décèdent souvent rapidement. Donc il y a un enjeu énorme dans cette maladie qui est qu'elle est rare, mais il faut quand même réussir à y penser parce que c'est en y pensant et en faisant vite le diagnostic qu'on peut sauver les malades dans presque tous les cas. Et donc pour ça, il faut, quand on est voilà, pas forcément amené à avoir des malades comme ça tous les jours, avoir des algorithmes très simples à l'esprit qui vont vous permettre, typiquement en étant de garde et entouré de 30 ou 40 malades, pas d'aller faire le diagnostic ou en tout cas suspecter le diagnostic devant quelques signes d'alerte. Et ça, c'est majeur, comme vous allez le voir, encore une fois, à l'époque où on ne meurt plus de l'absence enfin, d'un traitement insuffisant. Alors, pour optimiser la prise en charge du PTT et on va dire avoir un maillage territorial suffisamment serré pour que justement on puisse sensibiliser les hôpitaux et faire en sorte que partout en France, on pense à ce diagnostic et on prenne les malades de manière correcte et homogène, eh bien, on a défini un centre de référence où il y a donc le centre coordinateur, comme vous l'avez dit, c'est ici à Saint-Antoine à Paris. Et nous avons défini à Paris, en banlieue parisienne et globalement dans chaque région de France, un centre de compétences pour la prise en charge du PTT et des maths en général, capable de prendre le relais et de prendre en charge les malades de manière tout aussi efficace que si les malades étaient dans le centre de référence. Et vous voyez qu'on a 2 centres dans les territoires ultramarins, à La Réunion et en Martinique. Et donc, en France, aujourd'hui, normalement, tout patient avec un diagnostic de microangiopathie est à moins de 200 km d'un centre expert dans la prise en charge. Alors, donc si on commence maintenant avec le PTT auto-immun, donc vous voyez que ça, c'est la diapo qui vous représente ce que vous devez retenir sur la clinique de ces patients. Donc pour le PTT auto-immun, je vous disais que c'est plus souvent des femmes, donc c'est typiquement 2 tiers à 3 quarts et je vous disais, voilà, en moyenne, c'est 40 ans, un petit peu plus, un petit peu moins, mais c'est typiquement, durant l'âge de procréation et il y a certains groupes ethniques qui sont surreprésentés dans les registres, ça tout le monde l'a rapporté. Typiquement, les Africains, les Antillais sont, surreprésentés, ont plus de risques de développer des anticorps anti-Adams 13 et ça, c'est parce qu'ils ont des facteurs de risque génétiques qu'on a commencé à comprendre. On pourra en dire un petit mot, si on a le temps à la fin. Autre point important, vous voyez, regardez la ligne CNS involvement, donc atteinte cérébrale. Vous voyez que il y a plus de 20 ans, 90% des patients avaient une atteinte cérébrale, alors que 10 ans plus tard, vous voyez dans les 2 études 2010 qui suivent, eh bien, ce chiffre est tombé à 50%. Et ça, c'est parce qu'on a appris à faire le diagnostic de la maladie de plus en plus tôt, au stade hématologique, donc avant que les patients aient des défaillances d'organes, donc en particulier une atteinte cérébrale. Et ça, c'est bien. Ça veut dire que petit à petit, les cliniciens se sont sensibilisés à ce diagnostic et y pensent avant que le patient ne soit dans un état de défaillance multiviscérale. Et c'est à ça qu'il faut tendre. Et l'objectif, c'est évidemment qu'un jour, on ait beaucoup moins encore d'atteinte cérébrale. Au plan biologique, les cytopénies sont typiquement profondes. Les patients ont typiquement 7-8 grammes d'hémoglobine, moins de 30 000 plaquettes par millimètre cube.
et vous pouvez avoir une insuffisance rénale qui est en règle modérée et parfois absente. Et ça, c'est important parce que cette sémiologie vous permet de prédire avec un bon niveau de preuve l'existence d'un déficit sévère en Adams 13 chez un patient qui a un tableau de microangiopathie avant d'avoir l'activité Adams 13 qui prend du temps pour revenir du laboratoire. Et ça, c'est important parce qu'à l'ère maintenant des thérapies ciblées spécifiques dans cette maladie, et comme je vous ai dit, compte tenu de l'urgence à débuter un traitement, eh bien, il faut être capable, et ça c'est un point majeur, il faut être capable de reconnaître un PTT par rapport à un autre type de maths. Donc une maths secondaire, c'est facile, il suffit de regarder le dossier du patient et de l'interroger pour savoir s'il y a une pathologie inductrice de maths associée ou pas. Et puis après, il y a le CHU qu'il faut distinguer du PTT. Et pour ça, vous regardez les plaquettes et la créatinine. Et si vous avez moins de 30 000 plaquettes et moins de 200 micromoles par litre de créatinine, vous avez plus de 90% de probabilité d'avoir un déficit sévère d'Adams 13. Et donc, vous pouvez, sur cette base, commencer le traitement, comme on va le voir, par échange plasmatique, immunosuppresseur et caplacizumab. Donc ce score qui se base sur les plaquettes et la créatinine, c'est ce qu'on appelle le French score, qu'on a développé il y a une quinzaine d'années maintenant, et donc qui permet au lit du malade de savoir si vous avez affaire à un patient avec un PTT ou plutôt avec un CHU ou un autre type de microangiopathie. Alors, au plan thérapeutique, donc, ces patients ont un déficit sévère en Adams 13, des anticorps anti-Adams 13, et donc il va falloir leur apporter de la protéine Adams 13 puisqu'ils n'en ont plus, et bloquer la fabrication d'anticorps anti-Adams 13. Et donc, tout ça, ça s'est fait progressivement avec, dans les années 80 et 90, la mise en place petit à petit de manière empirique des échanges plasmatiques qui ont permis de considérablement améliorer le pronostic de ces malades qui historiquement mouraient. On a pendant longtemps traité ces malades par des transfusions de globules rouges, des transfusions de plaquettes qui non seulement ne marchent pas, mais en plus peuvent aggraver le patient. Et finalement, c'est en faisant on en était amené à faire des échanges érythrocytaires tellement il fallait apporter de globules rouges. Et puis on a fini par faire des échanges de sang total qui ont mieux marché. Et donc, on en a déduit que si les échanges de sang total marchaient mieux que les échanges de globules rouges, c'est parce que c'était le plasma qu'on avait administré avec le sang total. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire des échanges plasmatiques quotidiens. Et on a depuis longtemps senti qu'il y avait une composante auto-immune dans cette maladie, même avant de découvrir Adams 13. Et donc, depuis longtemps déjà, on mettait des corticoïdes dans cette maladie. Et donc, les échanges plasmatiques et les corticoïdes ont permis de faire passer les patients de presque 100% de mortalité à plus de 85% de survie. Donc ça, c'était la première révolution, celle des années 90, mais c'était encore loin d'être parfait parce que certains malades avaient besoin de ce traitement pendant plusieurs semaines. Vous voyez l'illustration en haut à gauche de la diapositive, ça c'est un patient. La ligne rouge, c'est les 150 000 plaquettes. Il a commencé avec une thrombopénie très profonde et malgré les échanges plasmatiques quotidiens, les corticoïdes, vous voyez que les plaquettes qui sont représentées par cette courbe-là, ont fait le yo-yo pendant des semaines avant de finir par se normaliser péniblement au bout de plus de 2 mois. Donc ces patients, ils ont la voie centrale, ils ont les échanges, l'anticoagulation, ils risquent de thromboser, de faire des hémorragies, de s'infecter. Et donc parfois, ils finissaient par mourir des complications du traitement. Et l'autre modalité évolutive à droite, c'est les malades réfractaires qui ne répondent pas aux échanges plasmatiques corticoïdes malgré le fait qu'on en fasse tous les jours. Donc là, c'est pareil, ce sont des patients qui étaient exposés aux complications du traitement. Et donc, c'est typiquement ces patients qui continuaient de mourir du PTT parce que le traitement n'était pas totalement efficace. Et donc, la première étape, c'était de se dire, puisque ces malades ont des anticorps anti-Adams 13, rajoutons du rituximab. Et donc, c'est ce qu'on a fait initialement en situation de sauvetage. C'est toujours pareil, quand on a une nouvelle molécule, on essaie dans les cas les plus graves. Et si ça marche, on le fait en première ligne. Là, c'est exactement ce qu'on a fait.
Et vous voyez que le rituximab a permis de réduire la durée de traitement par échange plasmatique, surtout chez ceux qui avaient besoin de plusieurs semaines de traitement. Par contre, vous voyez à droite que la mauvaise nouvelle, ça a été de constater que le rituximab ne marche pas tout de suite et qu'il faut attendre en moyenne 2 semaines entre la première injection de rituximab et la normalisation durable des plaquettes. Et donc pendant ces 2 semaines, eh bien, tout pouvait arriver encore pour le malade, y compris, des aggravations, foudroyantes et le décès. Et donc on appelait ça d'ailleurs, à l'époque la zone de danger, pendant laquelle on surveillait comme le lait sur le feu les patients et parfois il fallait les intensifier malgré le rituximab. Et donc il fallait une molécule capable de protéger les patients pendant cette période-là, durant laquelle le rituximab n'était pas encore, efficace. L'autre bonne nouvelle quand même de l'utilisation du rituximab, ça a été de voir, comme vous pouvez le constater là, que le rituximab permettait de protéger les patients des rechutes précoces après la phase aiguë. C'est-à-dire que vous voyez, regardez la courbe en pointillé, ça représente le nombre de patients qui restent en rémission et vous voyez que le chiffre dégringole, c'est-à-dire que vous avez de plus en plus de rechutes au cours du temps, c'est la survie sans rechute et en pointillé, c'est les malades historiques qui n'avaient pas de rituximab et vous voyez qu'au bout de quelques dizaines de mois, eh ben, plus de la moitié des patients rechutaient de la maladie et ça commençait, précocement. Alors que quand on s'est mis à faire du rituximab d'emblée chez tout le monde, c'est la courbe en noir continue, bah, vous voyez que vous avez un plateau parfait, il y a 0 rechute pendant près d'1 an et demi, ce qui traduit que le rituximab évite les rechutes chez ces patients. Et on a compris pourquoi le rituximab évitait les rechutes, c'est parce que même si vous guérissez en apparence un patient avec les échanges plasmatiques et les corticoïdes, et qu'il a cliniquement aucun signe et qu'il a une numération normale, bah, si vous dosez Adams 13, dans 40% des cas de ces patients apparemment normaux, vous allez avoir une activité qui est encore indétectable. Et donc ces patients, ils sont à haut risque de rechute. Il suffit qu'ils rencontrent un microbe qui va activer leur endothélium, faire libérer du facteur Willebrand, et donc ils vont rechuter. Alors que si vous faites du rituximab à chaque fois, eh bien vous allez normaliser beaucoup plus souvent l'activité Adams 13 et comme ça éviter les rechutes. Donc ça, c'est un résultat très important parce que le rituximab, vous savez que en dehors des lymphomes, en général, il est, comme on dit, hors AMM, hors autorisation de mise sur le marché. Donc c'est une indication qui n'est pas classique. Mais grâce à ce type d'études, faites par les Anglais et en France également, eh bien, nos tutelles en France nous autorisent, dans le cadre d'une juste prescription, à utiliser le rituximab chez les malades atteints de PTT auto-immun dès le diagnostic. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est une attitude également qui est soutenue par les recommandations internationales publiées par la Société internationale de thrombose et d'hémostase, l'ISTH, qui se positionne également en faveur de la prescription de rituximab à la phase aiguë. Donc, avec ces études, le traitement standard du PTT, c'est échange plasmatique et immunosuppression par corticoïdes et rituximab dès le diagnostic. Alors après, une fois que vous avez donc passé la phase aiguë, donc vous avez vu que 12 à 18 mois après le rituximab, si vous faites rien, eh bien, il y a un risque que certains malades redégringolent leur activité Adams 13 et de nouveau soient à risque de rechute clinique potentiellement mortelle. Et si on ne fait rien et qu'on regarde ces malades sans surveillance et sans leur faire de rituximab, s'ils diminuent l'activité Adams 13, eh bien, ils vont rechuter. Vous avez sur cette figure, regardez la courbe du bas, ce qui se passe chez des patients qui ont guéri d'un PTT, sont surveillés sur l'activité Adams 13 et diminuent leur activité Adams 13 à moins de 10-15% et pour lesquels on ne fait rien, on se contente de les regarder. Et bien, sur la courbe du bas, vous voyez que c'est juste une question de temps avant qu'ils ne rechutent cliniquement. Et ici, on avait étudié 23 patients sur, vous voyez, jusqu'à 10 ans pour certains d'entre eux. Et sur les 23 patients, 17, donc 74%, ont rechuté. 11 sur les 17 ont rechuté plusieurs fois et 2 d'entre eux sont décédés du PTT. D'accord? Donc c'est un résultat qui est peu satisfaisant.
Alors que quand on s'est mis à traiter de manière préemptive par rituximab ces malades sur la base d'une activité ADAMS-13 qui redégringolait à moins de 10%, eh bien, vous voyez, c'est la courbe du haut. On shift la courbe vers le haut et on améliore considérablement la survie sans rechute. Et là, donc ça, c'était une étude publiée en 2018. Et depuis, on a encore optimisé la prise en charge. Et actuellement, on a très peu de rechutes. Maintenant qu'on surveille l'activité ADAMS-13 typiquement tous les 3 mois, j'ai envie de dire globalement à vie, hein, pour retenir des messages simples, retenez que une fois qu'on a fait un PTT et qu'on en a guéri, il faut surveiller l'activité ADAMS-13 tous les 3 mois à vie. Et quand l'activité diminue à moins de 10%, il faut faire une injection de rituximab préemptif qui a toutes les chances de normaliser l'activité et protéger le malade des rechutes. Étape suivante du traitement, le fameux caplacizumab, qui est un petit anticorps, en fait c'est un nanocorps, donc c'est une molécule composée de 2 domaines de chaîne lourde d'immunoglobulines, dirigée contre le domaine 1 du facteur Willebrand, c'est le domaine qui interagit avec la glycoprotéine 1B sur les plaquettes. Et donc, le domaine 1 du Willebrand, quand il interagit avec les plaquettes, c'est ça qui active les plaquettes et forme les microthrombines dans le PTT. Et donc, avec le caplacizumab, puisqu'il reconnaît le domaine 1 du Willebrand, il va empêcher l'interaction entre le Willebrand et les plaquettes et comme ça éviter la formation de nouveaux microthrombines dans cette maladie. Alors le caplacizumab, il faut savoir qu'il a été développé chez les camélidés, chez les lamas qui ont des anticorps plus simples entre guillemets que nous, sans chaîne légère, donc c'était plus simple de les développer chez eux. Et le caplacizumab a été évalué dans 2 essais thérapeutiques internationaux. C'était des études pivot randomisées. Et donc là, vous avez par exemple la deuxième étude. Alors la première, c'était Titan et la deuxième, c'est Hercule. Elles ont été appelées comme ça parce que malgré le caractère rare de la maladie, on s'est embarqué dans une étude randomisée et internationale. Et vous voyez que Hercule a randomisé 145 patients entre un traitement avec le placebo plus évidemment échange plasmatique, immunosuppression versus pareil, échange plasmatique immunosuppression, mais cette fois-ci caplacizumab. Et ces 2 études ont été positives. L'objectif primaire était le temps à la normalisation des plaquettes, enfin la première normalisation des plaquettes. Et sur la gauche, vous voyez l'étude intégrée, les résultats intégrés de Titan et de Hercule. Et vous voyez, c'est la courbe en noir, c'est le pourcentage de patients qui restent thrombopéniques. Et vous voyez que ça dégringole plus vite dans les bras caplacizumab versus les bras placebo, avec une différence entre les 2 courbes qui était significative. Et ce qui est très intéressant également dans ces courbes, c'est que vous voyez la distance entre les courbes, elle est particulièrement évidente les 15 premiers jours de la prise en charge, qui correspond, si vous vous souvenez, à cette fenêtre de temps pendant laquelle le rituximab n'est pas efficace. D'accord? Donc, je vous parlais tout à l'heure d'une molécule qui devait protéger les malades jusqu'à ce que le rituximab soit efficace. Et bien voilà, c'est le caplacizumab. Et donc, il faut voir le caplacizumab comme un médicament suspensif qui va éviter la formation de nouveaux microthrombes et donc les complications de la maladie, y compris le décès, pendant que par en dessous, le rituximab va dépléter en cellules productrices d'anticorps les patients et permettre comme ça la normalisation de l'activité adaptative qui est en fait, c'est ça qui va guérir les malades. D'accord? Donc, ce qui guérit les malades dans le PTT, c'est le traitement immunosuppresseur, en particulier le rituximab, sauf que ça ne marche pas tout de suite et donc en attendant, il faut faire du CAPLA et probablement aussi apporter la protéine ADAMS13. La conséquence de ces résultats, c'est que vous voyez, comme le caplacizumab permet de normaliser très rapidement et durablement les plaquettes, et ben, vous voyez sur le tableau à droite, décès 0, en tout cas dans ces essais thérapeutiques, maladie réfractaire 0, et les exacerbations, c'est-à-dire les aggravations malgré un traitement bien conduit, hein, rappelez-vous du patient dont je vous ai présenté l'évolution des plaquettes là, sur 2 mois, eh bien, on passe de 35% dans le groupe placebo à moins de 6% avec le caplacizumab. Donc, vous voyez que le caplacizumab permet de stabiliser
la normalisation des plaquettes jusqu'à ce que le rituximab traite le processus auto-immun à l'œuvre. D'accord? Et le caplacizumab, vous voyez, va devoir être poursuivi chez ces malades jusqu'à ce que l'activité Adams 13 atteigne un seuil protecteur qui est empiriquement de 20%. Donc, fort de ces résultats des études pivot, le caplacizumab a obtenu l'AMM en Europe et aux États-Unis. Et donc en France, en septembre 2018, eh bien, on a pu bénéficier d'un accès précoce pour utiliser le caplacizumab. Et donc, on a mis en place en France un schéma thérapeutique dérivé des essais pivots qui ont eu pour objectif le fait qu'on voulait qu'en France, tous les patients soient traités de manière la plus homogène possible afin de, voilà, de gagner rapidement en expérience dans l'utilisation de la molécule en termes d'efficacité, mais aussi de tolérance. Donc, ça, je me souviens, c'était avec mon collègue et ami Igal Benamou, qui travaille à Rouen, qui est interniste. Et donc, en un week-end, on a designé le protocole, on a fait par mail le tour de la France en disant si tout le monde était d'accord avec le schéma. Et le lundi, on a commencé à traiter les malades selon ce schéma. Et pendant les 18 mois de la durée d'accès précoce, eh bien, on a traité 90 malades avec ce schéma. Et donc, le principe, c'était chez un patient avec un tableau de maths et sans contexte particulier associé, s'il avait un French score à 1 ou 2, donc moins de 30 000 plaquettes et ou créatinine à moins de 200, eh bien, sans attendre l'activité Adams 13 qu'on avait évidemment prélevé dès le diagnostic, on commençait les échanges, les corticoïdes, le caplacizumab. Et pour le rituximab, vous avez compris que ce n'est pas la molécule de l'urgence. Souvent, on attendait que Adams 13 revienne au bout de 3 à 5 jours pour le commencer. Mais quand on était très très sûr de nous, pour les French score à 2 typiquement, on commençait même le rituximab dès le début. On traite avec cette triplette finalement les malades jusqu'à ce que les plaquettes se normalisent. Et là, on arrête les échanges plasmatiques et on continue le caplacizumab, comme je vous le disais, jusqu'à ce que l'activité Adams 13 remonte et atteigne le seuil protecteur de 20%. En parallèle, on continue le rituximab, on fait 4 injections sur 15 jours et les corticoïdes, on fait en général un total de 3 semaines en commençant à 1 mg kilo et dès que les plaquettes sont normales, on commence à diminuer petit à petit les doses. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté en termes d'efficacité? Eh bien que c'est pareil que les essais pivots. Regardez directement le rectangle rouge qui est très très parlant. Vous avez la cohorte historique à laquelle on a comparé nos patients traités par caplacizumab. Donc, caplacizumab, c'est le triplet régimen. Et donc, vous voyez, regardez les décès, presque 7% de décès avec la cohorte historique versus 1% avec le caplacizumab. Maladie réfractaire, on passe de 18% historiquement à 1%. Et de manière très frappante, regardez, les exacerbations, on divise par plus de 10 le risque d'exacerbation. D'accord? Donc, on améliore considérablement le pronostic de ces malades. Et comme les plaquettes se normalisent plus vite et durablement, eh ben, en plus, on diminue la charge de soins en divisant globalement par 2 la quantité d'échanges plasmatiques, le volume de plasma et la durée d'hospitalisation. D'accord? Donc, c'est des malades qui vont faire moins de complications liées aux cathéters, aux échanges et à l'hospitalisation de manière générale. Alors ça, c'est une diapositive très importante pour ceux qui s'intéressent de près aux études médico-économiques. Le caplacizumab coûte cher. Il coûte cher, il a une, comme on dit un peu pour s'amuser, une toxicité financière, puisque chaque injection, et les injections sont quotidiennes, eh bien c'est près de 3 500 €. Donc je vous laisse faire le calcul, on fait quelques jours d'échange plasmatique, ensuite vous avez vu 30 jours de capla, plus ou moins 1 à 4 semaines supplémentaires, voire un petit peu plus chez certains. Donc vous voyez que l'addition au final, même si on réduit la durée d'hospitalisation, elle peut être quand même très, très lourde. Et donc ça, c'est la diapositive qui vous permet d'avoir une idée de quand on peut arrêter le caplacizumab.
Et donc ça, regardez les histogrammes seulement en rose. Vous voyez les délais auxquels, après les échanges, l'activité ADAMS13 atteint les 20% fatidiques qui permettent d'arrêter le CAPLA. Et donc, vous voyez qu'en ordonnée, 50% des patients atteignent 20% d'activité ADAMS13, permettant d'arrêter le CAPLA, avant J28. D'accord? Donc, ça veut dire que l'autre moitié des malades va devoir être traitée par CAPLA plus de 28 jours après l'arrêt des échanges. Donc, vous voyez, ça se chiffre rapidement en quelques centaines de milliers d'euros. Et vous avez 10% des malades qui, au bout de 56 jours, n'ont toujours pas remonté leur activité ADAMS13 et pour lesquels il va falloir, au moins en principe, continuer le caplacizumab. Donc, il faut savoir que, il ne faut pas être trop pressé de voir l'activité ADAMS13 remonter. 2, en principe, il faut poursuivre le CAPLA plusieurs semaines et chez 10% des malades, plus de 2 mois. Et 3, comme ça pose un problème parce que ça coûte cher, eh bien, on est en train actuellement d'identifier des facteurs, essayer d'identifier des facteurs prédictifs de réponse lente sur la base de l'activité ADAMS13 chez ces malades pour les traiter par immunosuppression de manière plus intensive qu'on le fait actuellement et faire remonter plus vite l'activité ADAMS13. Voilà. En termes de tolérance, le caplacizumab, contre toute attente, il est plutôt bien toléré. Et chez les 90 patients, là, on a eu la moitié qui ont rapporté des effets secondaires. Il y avait en fait 2 saignements graves, un choc hémorragique sur une hémorragie digestive, et l'autre, c'est une patiente qui a fait des ménorrhagies importantes, donc qui ont tous les deux nécessité des transfusions. Mais en dehors de ça, on a eu 26 sur 90 saignements gérables, ecchymose, hématome, épistaxis, saignement de nez, quelques réactions inflammatoires au site d'injection et des cas, ça c'était assez étonnant, de grande thrombocytose pour lesquels on a quand même mis un peu d'anticoagulation prophylactique. Alors ça marche tellement bien, le caplacizumab, et qu'actuellement on en est à faire 3, 4, 5 échanges plasmatiques et on arrête, tellement ça remonte vite au niveau des plaquettes. Et certains collègues se sont demandé, faut-il encore faire des échanges plasmatiques dans cette maladie? Puisque il y a eu des case reports chez des patients témoins de Jéhovah. Vous savez, les témoins de Jéhovah, on ne peut pas les traiter par plasma parce qu'ils refusent les produits dérivés du sang. Et donc, les témoins de Jéhovah, quand ils avaient un PTT, eh bien, ils mouraient malheureusement sous les regards impuissants des médecins, jusqu'à ce que, un jour aux États-Unis, une équipe ait la possibilité de faire du caplacizumab, demandé en compassionnel. Et là, le patient qui était en train de mourir, il a ressuscité et il s'en est sorti. Et donc, sur la base de ces quelques observations qui ont fait des lettres dans le New England, eh bien, les Autrichiens et les Allemands, eh bien, ont sauté le pas, sans beaucoup d'état d'âme, on va dire, au niveau éthique, et ils se sont mis à traiter leurs patients avec du caplacizumab et une immunosuppression. Et donc, ils ont publié un premier travail à l'été 2020 qui montrait que sur 6 patients qui ont fait 7 épisodes de PTT, eh ben, tout se passait bien sans échange plasmatique et juste avec du CAPLA et de l'immunosuppression. Et ils ont donc continué leur expérience comme ça et ils ont fini par publier 42 malades l'année dernière dans Blood, traités par CAPLA et immunosuppression, qu'ils ont comparé à leur cohorte historique traitée par CAPLA, échange plasmatique et immunosuppression. Alors, le message de ce travail, c'est la courbe que vous voyez sur la droite de la diapo, c'est la probabilité de rester thrombopénique. Et vous voyez que la probabilité dégringole, c'est-à-dire que les malades normalisent vite leurs plaquettes. Et vous voyez que en rouge, c'est le traitement habituel, en bleu, c'est le traitement sans échange. Et vous voyez que les deux courbes se superposent parfaitement. Donc, on a l'impression que les échanges plasmatiques ne sont plus nécessaires dans cette maladie. Cependant, il faut être prudent dans l'interprétation de ces résultats parce que, d'abord, 42 malades, même si dans une maladie rare, ça peut être pas mal, au plan, on va dire, statistique, ça reste quand même pas beaucoup. Et ensuite, si vous regardez, si vous lisez en détail cette étude, vous verrez que le groupe de patients traités sans échange,
c'est quand même des patients un peu moins sévères que les patients historiques traités par échange. Parce que c'était des malades qui étaient, pour beaucoup, connus déjà pour avoir un PTT. Et donc, quand ils étaient plus surveillés, et on a pu faire le diagnostic de rechute plus vite que s'ils avaient eu un PTT de novo sans en avoir fait avant. Donc, c'est une étude qui est prometteuse, mais qui n'est pas suffisante pour traiter demain tous les patients sans échange plasmatique. Et aujourd'hui, la recommandation que l'on émet, c'est qu'il faut continuer de faire des échanges jusqu'à avoir les résultats des essais thérapeutiques qui sont en cours. Il y a un essai international qui s'est terminé, qui est en cours d'analyse, l'étude Mayari. Et en France, on a eu un PHRC avec Igal Benamou encore, national, où on inclut des patients pour les traiter sans échange plasmatique à condition qu'ils ne soient pas trop sévères. Donc, on pourra discuter des critères d'inclusion tout à l'heure. Donc, voilà, il est vraisemblable que dans les temps à venir, probablement dans les 2-3 ans à venir, on va pouvoir, au moins chez les patients qui ont un tableau de PTT pas trop grave, eh bien, se passer des échanges plasmatiques si, sous caplacizumab, la réponse se fait de manière rapide et immédiate. Un mot pour finir avec le PTT congénital, parce que c'est quand même la maladie pour laquelle il y a eu un scoop l'année dernière. Donc, je vous disais qu'on ne comprenait pas grand-chose à cette maladie jusqu'à ce qu'en 2001, on réussisse à cloner le gène d'Adams 13 et qu'on comprenne que cette maladie, en fait, c'était une forme congénitale du PTT. Et jusqu'à maintenant, le PTT congénital, eh bien, il se traite par perfusion de plasma qui permet d'apporter l'enzyme manquante, donc Adams 13. Sauf que bah, c'est lourd comme traitement. Hein. Si certains d'entre vous ont vu des patients en consultation en hôpital de jour, bah, vous savez que bah, les patients, ça les embête de venir se faire des perfusions de plasma. Il y a des effets secondaires d'allergie et de surcharge liés au plasma. Et donc ça empêche de prendre les patients en charge de manière optimale. Et c'est des patients qui, pour beaucoup, développent des complications en deuxième partie de vie, typiquement des accidents vasculaires cérébro-ischémiques, des cardiomyopathies, des infarctus et des insuffisances rénales, parfois nécessitant la dialyse. Et donc, il y avait un rationnel fort à les traiter par de la protéine ADAMS13 recombinante qui permet, regardez directement l'image de droite, à des doses proposées, 40 unités par kilo tous les 15 jours, d'exposer les patients à 5 fois plus d'activité ADAMS 13 en termes de concentration et dans le temps. Et ça a permis d'observer 60% de thrombopénie en moins chez ces patients. Vous vous souvenez, la thrombopénie, c'est un bon marqueur d'évolutivité de la maladie. Donc, il y a toutes les chances qu'avec cette protéine ADAMS 13, on pourra traiter de manière plus efficace les patients. Et donc, en France, on a commencé, dans le cadre d'un accès précoce, à traiter les patients avec un PTT congénital par ADAMS 13 recombinante. Et aujourd'hui, eh bien, on a 50% de nos patients PTT congénitaux traités par ADAMS 13 recombinante. Et enfin, donc je voulais vous montrer la raison pour laquelle les patients décèdent encore de PTT en France. Et pour illustrer le cas, je vous présente cette patiente de 45 ans qui a commencé par présenter un tableau digestif qui pouvait évoquer une gastroentérite. Et en fait, la numération a retrouvé 6000 plaquettes. Et aux urgences, ils ont proposé un diagnostic de PTI. Et donc, elle a été traitée par corticoïdes, malgré le fait que les cytologistes leur avaient dit, quelques heures après, à 4 heures du matin, attention, il y a des schizocytes, c'est peut-être un PTT. Ils n'en ont pas tenu compte, malheureusement, et à 8h50, la patiente a fait un arrêt cardio-respiratoire et l'autopsie a montré qu'elle avait en fait un PTT. Et en dosant l'activité ADAMS 13 sur un alico de plasma prélevé au moment de son admission, eh bien, on a trouvé qu'elle avait bien un déficit sévère d'ADAMS 13 lié à des anticorps anti-ADAMS 13. Et ça, c'est une histoire, je vais aller vite, qui est globalement la même. Donc, la première, c'était en 2007. Là, c'est en 2021. Vous voyez qu'on a un petit peu peur du fait que c'est récent et l'histoire se répète. Donc, elle a une histoire de pyélonéphrite, des signes d'hémolyse, 23 000 plaquettes. Au début, elle est traitée par antibiotiques et vitamine B12 parce qu'on a peur d'une carence. Ça traîne, on ne fait pas le bon diagnostic, on continue le mauvais traitement
Et le 16 juillet 2021, à 6 heures du matin, regardez comment ça peut évoluer vite. À 6 heures du matin, elle discute avec l'infirmière qui met dans ses transmissions que la patiente est consciente, orientée sans problème. 3 heures plus tard, à la visite de l'interne, elle est retrouvée dans le coma, Glasgow à 8, agitée, mydriase, tension imprenable. Et là, elle est envoyée en réanimation. On fait un scanner pour vérifier qu'elle n'a pas d'hémorragie cérébrale. En fait, on ne trouve rien de particulier. Et à 11h40, elle décède. Et l'activité d'Amstress reviendra plus tard, comme dans l'observation précédente, indétectable. Donc, vous voyez, ces deux observations elles sont majeures parce qu'elles illustrent pourquoi les patients atteints de PTT meurent encore aujourd'hui. C'est parce qu'on attend d'avoir les défaillances d'organes pour penser au PTT, alors qu'il faut y penser seulement si vous avez une bicytopénie avec des schizocytes. Et donc, il ne faut plus réfléchir comme ça, comme on l'a appris il y a de nombreuses années maintenant, et se dire qu'un PTT, c'est un patient qui a une atteinte cérébrale, une atteinte rénale, l'anémie hémolytique mécanique, de la fièvre, une thrombopénie. Si vous attendez tout ça, le patient est presque mort quand il arrive vous voir. Donc il faut au contraire penser au PTT quand vous avez une thrombopénie et une anémie hémolytique, surtout avec des schizocytes, ou même s'il n'y a pas des schizocytes et que vous avez des défaillances d'organes, pensez d'abord au PTT avant de penser à autre chose. Et ensuite, quand vous avez le diagnostic, eh bien, si besoin, contactez une équipe qui a l'habitude de prendre en charge ces patients. Voilà, tout ce que je vous ai dit est dans le PNDS, comme vous l'avez souligné, qui est en ligne et très facilement trouvable. Et donc, en conclusion, vous voyez qu'à travers un siècle de progrès, le PTT représente un bel exemple du succès de la médecine translationnelle où la recherche fondamentale a fonctionné en synergie avec la recherche clinique pour le bénéfice des patients. Et aujourd'hui, on en est à les traiter, vous voyez, avec des thérapies très ciblées comme le caplacizumab, la protéine AMSTRES recombinante, des immunosuppresseurs qui non seulement sont plus efficaces, mais en plus permettent d'alléger le traitement chez ces patients. Voilà. Très important de continuer de sensibiliser les cliniciens au diagnostic de PTT, parce qu'encore une fois, l'essentiel des décès encore par PTT, c'est parce qu'on passe à côté du diagnostic. Et malheureusement, je sais qu'il est possible que vous me disiez que le caplacizumab est encore difficile à obtenir dans certains pays, peut-être le Maroc. Je serais intéressé d'avoir votre avis là-dessus. Et je crois qu'il faut, et ça c'est quelque chose que je dis aux industriels, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Et tout ce que je vous ai raconté, c'est bien joli, mais effectivement, j'anticipe vos remarques, ça ne vaut que si on peut faire du caplacizumab partout dans le monde et pas seulement dans quelques pays chanceux pour qu'ils soient pris en charge. Donc, les réponses au QCM que je vous ai présentées en début de présentation. Donc, quelles étaient les bonnes réponses? Eh bien, c'est évidemment celle-là. Le diagnostic est évocateur de PTT parce que la thrombopénie est inférieure à moins de 30 gigas et la créatinine à moins de 200. Et pour la petite histoire, cette patiente, c'est la première qu'on a traitée avec Igalbenamou selon notre régime triple dont je vous ai parlé. Et donc, comme je viens de vous le dire, cette patiente, elle a reçu dès le premier jour et bien avant de recevoir l'activité d'AMS13 des échanges corticoïdes rituximab et caplacizumab, et son évolution a été remarquablement satisfaisante. Voilà, merci de votre attention. Ça, c'est pour remercier toutes les personnes qui travaillent au sein du CNRMAT avec moi. Il y a peut-être, je ne sais pas s'il y a Mowgli dans la photo de famille, mais en tout cas, si tu n'y étais pas cette année, tu y étais probablement les années avant ou après. Et merci de votre attention et n'hésitez pas à me poser des questions. Merci infiniment, professeur Copeau, pour cette brillante présentation qui sera toujours aussi pertinente au vu de la gravité de la maladie. Alors, le temps que les questions apparaissent sur le chat, moi, du coup, j'ai quelques petites questions. C'est vraiment sur le plan thérapeutique, en pratique, c'est par rapport à la vaccination dans le PTT. Parce qu'on sait que la vaccination peut stimuler un peu le système immunitaire et parfois aggraver la maladie, mais quand on est amené à mettre du Ritux, est-ce qu'on peut quand même vacciner sans souci avant que le Ritux fasse effet?
Alors, c'est vrai que quand les malades sont à 0 d'activité ADAMS-13, alors si vous avez déjà fait le rituximab, en plus, non seulement il y a le risque de rechute, mais en plus, le risque que la séroconversion se fasse, pas très bien. Alors souvent, le rituximab se fait, sans qu'on ait beaucoup le temps de faire les vaccinations. Donc, souvent c'est quand même, vous avez une injection de rituximab, donc ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on fait le rituximab et quelques mois après, on fait la vaccination. Souvent, la séroconversion, elle est pas si mal. Et pour le Covid en particulier, si ça sous-tend c'est ce qui sous-tend votre remarque, il y a des séroconversions qui sont, très satisfaisantes à quelques mois, suivant l'injection de rituximab, parce qu'encore une fois, on en fait qu'une, quoi. D'accord. Alors, toujours par rapport au rituximab, est-ce que vous avez une préférence pour l'un des deux schémas, J1, J4, J8, J15, ou alors peut-être J1, J4, J15? En pratique, qu'est-ce qui serait le plus... Est-ce que les deux se Alors, valent J alors oui, J1, J4, J15, c'est-à-dire 3 injections, ça on l'avait évalué parce qu'on avait clairement constaté que 4 injections, c'est probablement beaucoup. Et donc avec IGAL, on Ouais. avait fait un protocole, une étude de phase 2 où on avait regardé si on ne pouvait pas traiter par rituximab en fonction de la déplétion lymphoïde B qui reflète bien, pour la plupart des malades, la qualité de la réponse ultérieure au rituximab. Et on avait constaté effectivement qu'en faisant J1, J4 et J15 selon la déplétion B ou pas, c'est-à-dire faire 2 ou 3 injections, donc on n'est plus du tout à 4, c'était aussi bien que de faire 4 les yeux fermés. Ceci dit, un petit peu par, je n'ai pas envie de dire par paresse, mais par, difficulté un petit peu parfois à avoir le phénotypage des lymphocytes B en temps réel, on a continué à faire, J1, 4, 8, 15. D'accord, ok. Bah, sinon, pour répondre à votre question, en fait, en théorie, le capacitumab est disponible, mais il me semble qu'il n'est pas encore remboursé par les assurances maladie, ce qui fait qu'en fait, si les gens veulent y avoir accès, ils sont obligés de payer le prix de l'injection. C'est une question que je viens de poser justement parce qu'on a eu une suspicion de maths il n'y a pas longtemps au service. Donc oui, c'est encore un peu difficile, mais bon, on ose espérer que dans les années à venir, ça va se faire. Très bien. Je pense qu'il y a des questions dans le chat. Alors, je vais les regarder effectivement. Alors, Euh, on galère actuellement alors attendez, voilà. voilà, Traitement du alors PTT associé au VIH. Alors, c'est vrai que de exactement. manière générale, dans les cytopénies, immunologiques, par analogie, hein, typiquement le PTI associé au VIH, le traitement antirétroviral, le traitement du VIH est très important parce qu'en reconstituant l'immunité, vous pouvez traiter le processus auto-immun. Donc chez les VIH, on traite comme je vous l'ai montré, dans la forme idiopathique, mais en plus, il faut, traiter, l'infection virale. Et alors après, il y a la subtilité de savoir si on fait ou pas du rituximab en fonction des CD4. Quand ils sont, inférieurs à 50, on dit qu'il faut éviter. Ceci dit, nous, dans notre expérience, les PTT du VIH, souvent, ils ont, des CD4 qui sont pas si bas que ça et typiquement supérieurs à 100, giga par litre. Donc, c'est presque, on n'est presque jamais confronté au problème du déficit immunitaire déjà présent pour faire du rituximab. Donc on fait du rituximab chez tout le monde. Alors, D'accord. oui, pas de Capla au Maroc, effectivement. On galère actuellement en réa et oui, ça je comprends bien Euh, parce que sans le Capla, nous, les quelques rares malades où on n'a pas fait du Capla parce qu'il y avait une contre-indication, un hématome sous-dural et cetera, on a replongé, 10 ans en arrière où, on n'en finissait pas de faire des échanges et comme vous dites, on galère. Un petit mot sur la physiopathologie afin de mieux comprendre la maladie. C'est comme j'ai dit, vous avez un déficit sévère en ADAMS13 qui est ou congénital parce que vous avez les 2 allèles du gène qui sont mutés, ou alors vous avez des anticorps dirigés contre la protéine ADAMS13. Dans les 2 cas, 0 ADAMS13. Et donc, comme ADAMS13 clive les multimères de Willebrand, sans ADAMS13, le substrat de l'enzyme, les multimères de haut point moléculaire s'accumulent et à partir d'un certain niveau, ils entraînent la formation de microthrombie dans la microcirculation parce que les forces de cisaillement qui sont plus importantes dans la microcirculation vont délier le facteur Willebrand et le Willebrand il va passer de la forme de boule dans la macrocirculation sous la forme de filament dans la microcirculation et il va exposer tous les domaines A1,
qui vont interagir avec la GP1B plaquettaire. C'est pour ça que c'est une maladie de la microcirculation. Et donc, vous comprenez qu'il faut apporter la DAMS 13, induire une immunosuppression par rituximab corticoïde quand on a un anticorps, et du CAPLA pour éviter cette interaction pathologique entre le Willebrand et les plaquettes. Ensuite, quel schéma de décroissance? Schéma de décroissance. Voilà. Ouais. Alors, les corticoïdes, c'est très empirique parce qu'aucune étude à bon niveau de preuve n'a démontré la nécessité absolue de faire des corticoïdes et encore moins le schéma. Donc, ce qu'on fait, c'est très empirique, on fait 1 mg kilo dès le diagnostic et au bout d'une semaine, quand les patients ont quitté l'ARIA, on commence à faire une décroissance sur une période de 15 jours pour un total de 3 semaines de traitement par corticoïde. À l'ère du rituximab, probablement que les corticoïdes sont moins indispensables que par le passé. Comment gérer les hémorragies secondaires au CAPLA? Alors, et si hémorragie grave, peut-on reprendre le CAPLA après la gestion de l'hémorragie? Alors ça, effectivement, c'est une situation pas facile qui relève du cas par cas. Ça dépend de la sévérité de l'hémorragie, ça dépend si le patient a des indications incontournables à de l'aspirine. Il y a toute la problématique du sujet âgé sous aspirine incontournable ou sous anticoagulant. Alors, sous anticoagulant, c'est contre-indiqué. Sous aspirine, ça peut passer. Et s'il y a un saignement inquiétant, donc typiquement comme ce qu'on a observé, des saignements digestifs, métrorragie avec perte déglobulisation, on doit effectivement arrêter le caplacizumab et attendre que le syndrome hémorragique se résolve. À ma connaissance, en France, depuis le début de l'aventure du CAPLA, on n'a pas eu à injecter l'antidote du CAPLA, qui est le facteur Willebrand, en cas de situation cataclysmique. Donc, c'est quand même très rare d'avoir des saignements graves au point de devoir faire un traitement de sauvetage. Anticoagulation dans certaines formes de PTT. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que il est recommandé de faire une anticoagulation prophylactique dès que les patients atteignent 50 gigas de plaquettes. Parce que c'est des malades qui sont alités, avec une voie centrale, sous corticoïdes, parfois infectés avec un syndrome inflammatoire. Les plaquettes qui circulent viennent d'être fabriquées, elles sont jeunes et gluantes. Et donc, vous avez un risque de thrombose veineuse, de macrothrombose, qui n'est pas négligeable. Et quand on a commencé à utiliser le CAPLA, on s'est mis à avoir peur de cette anticoagulation prophylactique qu'on faisait avant le CAPLA. Donc, on a arrêté de la faire et on a vu les thromboses revenir. Donc, on s'est mis à refaire de l'anticoagulation prophylactique dès que les plaquettes atteignent 50 et ça se passe très bien. Donc, oui, il faut en faire. Traitement du PTT associé à un flare-up du lupus. Alors là, il faut faire attention à ce que vous ne soyez pas en situation d'une MAT secondaire à un flare-up de lupus. Et ça, c'est fréquent. On avait publié ces cas avec Nihal Martis à Nice. Et en fait, alors, si vous avez un syndrome de MAT avec un flaire de lupus, dans le doute, c'est vrai que vous allez commencer les échanges. Si vous avez une forte suspicion de PTT, rajoutez le CAPLA, corticoïde bien sûr. Mais c'est vrai qu'on va être plus enclin à attendre l'activité ADAMS 13 pour mettre le caplacizumab. Voilà. Bon, si vous avez une défaillance neurologique, si vous avez une atteinte cardiaque qui ne colle pas avec le lupus, il vaut mieux, mais là aussi, c'est un peu du cas par cas, faire un peu trop de CAPLA que pas assez, en dehors du souci financier. Mais en général, c'est vrai que dans ces formes comme ça, avec une pathologie associée, c'est particulièrement intéressant d'avoir l'activité ADAMS 13. Voilà, je crois qu'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup. Ouais, je pense qu'il n'y en a plus. Écoutez, merci encore infiniment, professeur Copeau, d'avoir accepté votre invitation aussi rapidement. C'est très gentil et merci. Et merci du coup également au professeur Moglier de Quintrec de Net qui nous a rejoint depuis un petit moment déjà. Oui, en fait, voilà, parce que je vais devoir vous quitter vers les 21h. Je suis désolée parce que je vais chercher quelqu'un voilà, à l'aéroport. Et Paul est passionnant, donc il parle. Voilà. Merci à toutes et tous. Mowgli, salut et bon courage. Revoir. Et à très vite. Au revoir. Merci beaucoup. Du coup, Donc, bonsoir, professeur Moglier de Quintrec. Vous êtes
Vous êtes professeur et chef de service de néphrologie à l'hôpital La Péronie au CHU de Montpellier. Et vous avez participé également à la rédaction du PNDS sur les maths. Et donc, vous aurez l'occasion de nous traiter du sujet des CHU et de certaines maths secondaires. Oui, alors j'avais En deux fonction de topos. votre temps, Voilà, bien sûr. c'est pour ça. Peut-être qu'il y a des choses aussi que vous connaissez très bien. Donc, je vais commencer par alors, partager déjà. Hop. Donc, vous me dites si vous voyez il doit arriver. Est-ce que vous voyez l'écran Oui, là? oui, c'est bon. Nickel. Oui, c'est parfait. Bon. Oui. Très bien. Parfait. Donc, en fait, j'ai deux topos. Un topo un peu sur les maths et pour essayer de débrouiller et un topo, en fait, sur maths et grossesse pour voir un peu, finalement, quand vous pensez au SHU et PTT face à la grossesse. Donc, je vais essayer voilà, d'être didactique et assez rapide quand même. N'hésitez pas, voilà, soit on prend les questions à la fin ou autrement, si vous avez une question en cours, n'hésitez pas à me la poser. Alors, donc la microangiopathie thrombotique, c'est vraiment la thrombopénie, l'anémie hémolytique et puis l'atteinte d'organes. Donc là, ce qui a bien été décrit, en fait, c'est le PTT avec le déficit congénital ou acquis en Adams 13. Donc, ce qu'il faut savoir, et puis autrement, de l'autre côté, c'est le syndrome hémolytique et urémique. Et là, on se retrouve un peu dans un fourre-tout de diagnostic, surtout chez l'adulte assez large. Donc, ce qu'il faut retenir, et ça a bien été dit, je pense, par Paul Copeau, c'est que finalement, le PTT, le pronostic est vital. Si vous ne faites pas le diagnostic, le patient, il va mourir. Et moi, récemment, j'ai encore été appelée par une réanimation périphérique où, en fait, ils n'ont pas fait le diagnostic, on l'a fait en post-mortem. Donc, malheureusement, ça arrive. Alors que le SHU, le diagnostic dans la plupart des SHU, le pronostic est rénal. Donc, c'est vraiment la différence. Donc, à partir de ce moment-là, vous comprenez que le diagnostic à éliminer en premier et à traiter en premier, c'est vraiment l'élimination en fait du PTT. Et pour ça, on est aidé des scores. Donc, je vais passer vite parce que il vous en a parlé, le professeur Copeau. Donc, quand on a très peu d'atteinte rénale avec plutôt des plaquettes très basses, à ce moment-là, on pense au PTT. Et puis inversement, la créatinine est haute, est plus haute que 200 micromoles avec des plaquettes qui sont un peu moins abaissées, on pense plus à un SHU, mais toujours, de toute façon, penser à la maladie la plus grave, donc penser au PTT, faire systématiquement l'activité Adams 13 et au moindre doute sur un PTT, il faut débuter les échanges plasmatiques en urgence. Donc, quand vous avez une microangiopathie thrombotique, donc avec votre anémie hémolytique, vos plaquettes basses, l'apto effondré, les LDH augmentés, les schizocytes. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, bon, voilà, parfois les schizocytes, ils sont à 1%, ils ne sont pas forcément ou ils les ont pas trouvés. Ça n'exclut pas du tout une microangiopathie thrombotique. Donc, ce que vous éliminez tout de suite, c'est le PTT. L'autre diagnostic à faire, c'est le CHU à figatoxine. Donc, parfois, en fait, les diarrhées dans un petit contingent, donc vous recherchez bien sûr la diarrhée et notamment en fait dans un contexte d'épidémie ou la diarrhée dans la famille avec cette diarrhée sérosanglante, mais parfois en fait elle n'existe pas et on fait quand même une PCR multiplex que l'on fait, hein, on fait une PCR rectale ou autrement l'analyse des selles. Donc ça, vous éliminez le CHU aztèque, le CHU typique. Et puis après, vous vous retrouvez finalement dans un fourre-tout de maladies possibles. Le déficit en cobalamine, le SHU atypique lié au pneumocoque, qui survient plus chez l'enfant, mais qui peut survenir chez l'adulte. Les maladies auto-immunes comme le SAPL, le lupus et la sclérodermie. Les médicaments en post-greffe de moelle, les infections, et on a vu que le Covid a été un grand trigger de SHU, mais il y a également le HIV, le CMV, le BV, la grippe, les cancers, et puis la particularité du CHU en post-transplantation et de la grossesse
Et quand on ne trouve plus rien, on se dit, voilà, on a affaire peut-être à un SHU complément dépendant. Donc, si on part en fait et on fait un petit peu le spectre des CHU. Donc ça, c'est une étude qui a été réalisée il y a maintenant quelques années par l'équipe de Tours, où ils ont analysé toutes leurs maths qui arrivaient sur 4 hôpitaux universitaires. Et vous voyez finalement que le PTT, ça a représenté 3% de toutes les maths, le SHU atypique aussi, le SHU chigatoxine 6%. Et autrement, donc chez les adultes, c'est essentiellement des maths secondaires dans 92% des cas, donc liés à la grossesse. Donc la grossesse où il faut bien sûr pas passer à côté de ces maths, mais la plupart du temps, c'est d'autres causes. Les pathologies auto-immunes, les cancers, l'HTA maligne, les infections, la transplantation et les drogues, et puis une petite partie de contingent. Donc c'est vraiment important d'avoir en fait ce schéma en tête, c'est-à-dire d'éliminer d'abord le PTT et après on se retrouve face à un nombre de causes à éliminer assez rapidement avec l'examen clinique et puis un premier débrouillage de biologie pour savoir en fait dans quel contexte on se situe et est-ce que ça peut être quand on trouve quasiment rien, un SHU atypique. Donc le SHU atypique, donc lui, c'est une survie rénale, sauf chez l'enfant, où avant l'éculizumab, en fait, il y avait une forte mortalité essentiellement liée à la difficulté de voie d'abord, de faire des échanges plasmatiques, ça thrombosait, de dialyser en fait les enfants. Et en revanche, en fait, la progression de la maladie rénale, les enfants progressent moins vite que les adultes, avec 36% de survie rénale seulement à 5 ans chez les adultes, 64 chez les enfants en pédiatrie. Parce que ils ont souvent en fait un peu plus de MCP, donc le pronostic rénal était meilleur, mais la survie était moins bonne de ces enfants quand ils avaient une maladie sévère. Alors, la difficulté, c'est que on n'a pas toujours le tableau complet. C'est un peu ce qui est dit sur le PTT, c'est pareil. Donc, ils peuvent être soit sévères, donc 80%, donc là c'est une cohorte qui avait été, enfin qui a repris tous les SHU atypiques, donc vous voyez 80% chez les adultes et 59% chez les enfants avaient besoin de dialyse. Les plaquettes, il y avait quand même 16% chez les adultes qui avaient et 15% chez les enfants qui avaient des plaquettes supérieures à 150 000, et la triade complète n'est que de 83%, donc il ne faut pas éliminer le tableau parce que vous n'avez pas l'hémoglobine voilà, qui est inférieure à 10 ou des plaquettes très abaissées. Non, elle est parfois incomplète. La physiopathologie donc, du SHU atypique. Donc, il y a 3 voies d'activation du complément, la voie classique, la voie d'électine et la voie alterne. Donc, dans la physiopathologie du SHU atypique, c'est un défaut de protection de la cellule endothéliale. Le défaut de protection de la cellule endothéliale est responsable, en fait, à partir du moment où elle n'est pas bien protégée, il va avoir le complexe attaque membranaire qui va faire un trou dans la cellule et qui va être responsable, en fait des thrombies. Donc, ce qui se passe, c'est que en permanence, vous activez votre voie alterne. Il y a une sorte de tick-over donc qui vous permet de vous défendre contre les bactéries, puisque les bactéries n'ont pas les facteurs de protection, n'ont pas le facteur H, les glycosaminoglycans, et elles n'ont absolument rien. Donc, dès que le C3 qui est un petit peu clivé en C3b, il va venir se mettre sur la bactérie et puis ça va activer la voie alterne du complément jusqu'à la formation du complexe d'attaque membranaire. Donc jusqu'ici, si ça se dépose sur la bactérie, c'est parfait. Et donc en permanence, comme ce clivage il se fait dans le sang, ça se dépose sur vos vaisseaux et notamment dans les petits capillaires du rein.
Et donc, il y a tout un système de protection pour prendre en charge ce C3b qui se dépose, pour tout de suite l'inactiver, pour éviter en fait la cascade du complément jusqu'au complexe d'attaque membranaire. Donc, les protéines de complément, c'est des protéines qui s'activent par clivage successif. La formation en fait de convertase, donc le C3 va former un C3b, il va former une C3 convertase qui va cliver le C5, qui va la C3 convertase avec l'ajout d'un C3b former la C5 convertase qui va cliver le C5 en C5b et celui-ci va s'additionner en s'additionnant avec le C6 jusqu'au C9 va former en fait un pore et va venir former le complexe d'attaque membranaire qui va faire un trou dans la cellule. Donc, pour éviter normalement, si tout se passe bien, vous avez des protéines protectrices, comme le facteur H, le facteur I, le MCP, qui vont venir finalement prendre en charge ce C5b9 qui va se déposer à la surface de vos cellules endothéliales. Donc, tout va bien, même si vous avez une petite activation de votre convertase, vous avez vos facteurs protecteurs. En revanche, en fait, quand vous avez un fort trigger ou une anomalie du C3 et du B, donc ceux qui forment en fait la C3 convertase, et que cette force-là, ces triggers importants, la formation de beaucoup de ces trois convertases et où est finalement un problème dans vos protéines de régulation, eh ben, ce qui va se passer, c'est que votre C3b va s'activer, va former votre C5 convertase et va aller jusqu'au complexe d'attaque membranaire, d'où finalement la formation de microthrombie. Donc là, c'est la représentation. La prise en charge, votre C3b, comme je vous disais, dans votre vaisseau, il va venir à la surface. Tout de suite, hop, il est pris en charge par le facteur H, puis le facteur I, ou par le MCP et le facteur I. Et qu'est-ce qui va se passer? Il est inactivé à la surface en IC3b. S'il n'y a pas ça, s'il y a un défaut de régulation, ou une mutation dans les constituants de votre C3 convertase, de votre C3 et de votre facteur B, eh ben, vous allez avoir une formation de la C3 convertase, la C5 convertase, le clivage du C3 en C3b, la formation du complexe d'attaque membranaire et puis les thrombies. Donc, parmi les protéines atteintes, on recherche en fait les gènes, les variants pathogènes des gènes. Donc, le principal, c'est le facteur H qui représente 20 à 30%, le MCP, le facteur I, le C3b, le facteur B, le C3. Donc, le facteur B, c'est très peu, c'est 1 ou 2%. Les principaux, c'est le H, MCP, facteur I et C3. La thrombospondine, on n'en parle plus. Donc, quand on analyse dans les différentes cohortes ces anomalies, et puis parfois on peut aussi avoir des anomalies combinées. Donc, en France, ça représente 30% le facteur H, à peu près 10% le MCP, 10% le facteur I, le C3. Vous allez me dire, c'est assez hétérogène selon les pays. En fait, on n'avait pas tous la définition très stricte de ce que c'était d'aller rechercher les variants pathogènes pour le SHU atypique, ce qui fait qu'ils étaient plus larges aux États-Unis, puisque vous voyez qu'en fait, ils n'ont que 10%, parce qu'ils prenaient aussi en fait des maths secondaires, donc il n'était pas donc, il ne retrouvait pas toujours de mutations, de variants. En France, ça représente à peu près 60%, 60 avec les anticorps antifacteur H, 70% de variants pathogènes ou anticorps antifacteur H retrouvés. Donc, comment ça se passe? Les hotspots des mutations sur le facteur H et dans sa partie terminale, c'est la partie qui se lie à la cellule endothéliale et au glycosaminoglycane et qui vraiment permet de lier et puis de bloquer l'activation, la cascade du complément et donc de dégrader le C3b. Donc, qu'est-ce que vous faites comme analyse? Vous avez une math, donc bien sûr l'activité Adam-Stress, ça c'est le premier. Et quand vous suspectez vous recherchez aussi systématiquement le colis producteur de toxines. Et quand vous avez
Et vous recherchez en fait, vous faites une analyse du complément. Donc l'analyse du complément, il y a des dosages plasmatiques et puis un génotypage. Les dosages plasmatiques, c'est le C3, le facteur H que vous pouvez faire, le facteur IB, qui sont dosés avec le CH50, l'activité MCP, l'expression donc sur les leucocytes, et puis le génotypage donc du HIMCP, donc ne pas oublier le consentement BC3 et le screening des anticorps anti-H. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'il ne faut pas vous dire que si vous avez un complément plasmatique normal, bon bah c'est ok, c'est cool, mon patient, il n'a pas un SHU atypique. Non, en fait le C3, il est bas que dans 30% des cas. Donc si vous l'avez bas, vous pouvez dire ah ben quand même ça m'oriente fortement. C'est pareil si vous avez un facteur H à 0 plasmatique. Bon, ça vous oriente par un facteur H homozygote, mais c'est moins de 1%. Non, mais quand vous l'avez, voilà, vous pouvez suspecter le diagnostic, mais c'est très rare. Donc, il faut retenir qu'un C3 normal, ça n'élimine absolument pas le diagnostic et vous devez chercher vos variants. Maintenant, la pénétrance, elle est variable. C'est pas parce que vous avez, vous avez une anomalie, donc si vous commencez à faire toute la famille et génotyper la famille, c'est pas parce que vous avez un variant pathogène que tout de suite vous allez faire, la maladie. Donc très souvent, il y a un variant pathogène, il peut avoir un polymorphisme à risque associé et puis un trigger comme la grippe, le Covid. Donc, c'est ça, en fait, qui complexifie la maladie ou même une diarrhée. Les SHU atypiques, ça se présente dans 30%, 30 à 40% ont la diarrhée. Donc, il ne faut pas vous dire, voilà, bon, bah, moi, c'est bon, c'est un CHU à steak, je suis content. Non, et vous devez faire un prélèvement, vous devez avoir la confirmation que c'est bien ça, parce que autrement, si ça évolue de façon sévère, il faut quand même éliminer un SHU atypique. Donc, c'est ça la difficulté. L'autre point important, c'est la grossesse. Donc, chez la femme, le postpartum est vraiment un trigger du SHU. 20%, plus de 20% surviennent en postpartum. Ça survient le plus souvent. Le PTT, il survient surtout en fait au deuxième trimestre, début du troisième trimestre de la grossesse. On peut avoir une découverte ou une rechute de PTT. Et le SHU atypique survient surtout au moment de l'accouchement, un peu avant, au moment de l'accouchement, et peut survenir en fait tardivement, parfois après. Elle revient, la maman revient et en fait elle est toute pâle et elle a en fait développé son SHU atypique en postpartum et donc c'est un trigger extrêmement important. Quand ça a été repris, les cas de maths associés à la grossesse. Donc 76% survenaient en postpartum et dans 16%, on a trouvé en fait des SHU atypiques avec des mutations. Donc vous voyez que c'est quand même une cause fréquente de maths, bien plus puisque autrement ça représente 3% des maths. Donc le postpartum est vraiment un trigger du SHU et donc il faut penser à un SHU atypique. Maintenant, est-ce qu'il y a une bonne corrélation entre le phénotype et le génotype? Donc, les plus graves, c'est le facteur H. Le MCP donne beaucoup moins d'insuffisance rénale parce que souvent, en fait, ça récidive, on les traite et ça évolue pas beaucoup moins vers l'insuffisance rénale. Et le C3 et le facteur B ont un pronostic intermédiaire. Je ne parlerai pas du DGKE qui touche principalement en fait l'enfant. En post-transplantation, c'est également le cas parce que avant qu'on les dépiste, ces jeunes patients, ils étaient greffés 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis ils récidivaient
tout le temps. Et en fait, les récidives sont en général très précoces en post-transplantation. Et celle qui récidive le plus, c'est bien sûr le facteur H, le C3. Et ceux qui n'ont pas de mutation et qui arrivent à la greffe ont moins de risque de récidiver. D'où l'importance d'avoir un bon diagnostic avant de les inscrire à la greffe et de les prendre en charge correctement, puisque les patients qui ont un SHU atypique sur leur rein natif et qui perdent leur rein malheureusement, il faut absolument faire de la génétique si ça n'a pas été fait ou si le diagnostic n'a pas été fait. Quand vous voyez un patient qui va être inscrit et que vous suspectez que sa pathologie elle est un peu complexe et ça ressemble quand même à quelque chose de précipité, de la mat, etc., pensez en fait à faire un génotypage. Surtout qu'en fait, on a le traitement qui est très efficace, que vous connaissez, qui est l'anti-C5. Donc, le premier commercialisé a été l'éculizumab. Donc, cet anticorps va venir bloquer le clivage du C5 en C5A et C5B et donc en fait éviter la formation du complexe d'attaque membranaire. Alors il y a eu beaucoup d'études qui ont permis l'AMM. C'est un traitement révolutionnaire et quand on regarde finalement les survies dans les registres avant eculizumab, après eculizumab, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes. Vous voyez en fait que avant eculizumab, les survies, les pertes de greffons étaient de 29% à 1 an chez les enfants, ne sont plus qu'à 9%. Chez les adultes, c'était 56% de pertes de greffons à 1 an. Et là, on est à 6-10% selon les études. Et voilà, donc c'est vraiment révolutionnaire. Une fois maintenant, comment s'attendre et quels bénéfices on obtient une fois qu'on a mis le patient sous eculizumab, le bénéfice maximum de récupération de la fonction rénale, c'est à 6 mois. Après, vous n'avez malheureusement plus de bénéfices. Et pour l'efficacité, il faut vraiment le mettre précocement, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre mat, vous éliminez votre PTT, il vous faut l'ADAM stress, vous commencez, vous avez le moindre doute, vous débutez vos échanges, vraiment, vous y allez avec les corticoïdes, voilà, c'est parce que là, c'est vraiment le pronostic vital. Si en 48 heures, vous allez récupérer votre activité ADAM stress, elle est normale. Vous avez éliminé vos causes en fait de maths secondaires. Il faut mettre en fait l'éculizumab puisque la récupération du DFG est vraiment en fonction en fait du délai d'administration. Là, vous voyez les modifications du DFG selon que le traitement a été donné à moins de 7 jours et à plus de 7 jours. Et vous voyez que quand même la récupération du DFG est de 50-40 millilitres alors qu'elle n'est que de 20 quand le médicament a été introduit à plus de 16 jours. Donc plus vite le traitement est introduit, meilleure est la récupération. Après, comment vous savez si votre traitement que vous donnez est efficace? Vous allez sortir tout de suite ce qui va se passer. C'est que quand vous mettez votre traitement en place, vous allez obtenir la première chose, c'est pas vos skilos, votre apto, c'est pas grave. C'est de regarder, ce qui compte, c'est de regarder vos plaquettes. Et si votre traitement est efficace, dans les 48 heures, c'est assez magique, dans les 48 heures, vos plaquettes vont commencer à remonter et à J7, elles vont être normalisées. Et ça, c'est vraiment une preuve de l'efficacité de votre traitement par eculizumab. La normalisation, selon plusieurs études, est aux alentours de J7. Donc, comment on fait voilà, donc idéalement, donc vous attendez, vous éliminez votre PTT et vous débutez l'éculizumab dans les 24-48 heures. Ça, c'est si vous avez pas, si vous avez un doute sur un PTT. Si maintenant vous n'avez pas de doute et que pour vous c'est vraiment un SHU, il n'y a pas de doute sur un PTT, à ce moment-là, vous prenez, la plupart du temps maintenant, on prend l'éculizumab d'emblée
sans passer par les échanges plasmatiques. Mais encore une fois, quand on a moins d'habitude, il faut rester très protocolisé et débuter par les échanges si vous avez le moindre doute sur le PTT et attendre votre activité Adam Stress. Combien de temps il faut vous gardez le traitement? On dit entre 3 et 6 mois selon la mutation. C'est finalement le fait de chercher le variant pathogène, c'est surtout en fait pour l'arrêt du traitement. Donc mais au début, vous ne posez pas de questions, vous traitez. Donc, l'écusizumab, maintenant, il y a le ravulizumab, qui est donné, qui est l'anti-C5 longue durée. Il y a aussi beaucoup de biosimilaires qui sont sur le marché et qui sont moins chers. Donc, l'éculizumab, quand on avait l'habitude de le manier, bon, c'est 900 mg pendant 4 semaines, puis après 1200 tous les 15 jours. Bien, il faut bien vacciner vos patients contre la méningite à méningocoque avec les différents et couvrir les différents variants et notamment en fait le vaccin du sérotype B qui est la méningite, le sérotype en fait le plus fréquent. On maintient, nous, une antibioprophylaxie, ça se fait pas dans tous les pays, mais on met de l'oracidine. On arrête bien sûr les échanges plasmatiques qui n'ont aucun intérêt si vous mettez l'éculizumab. Donc, il faut choisir votre traitement, soit des échanges plasmatiques parce que vous pensez que c'est votre PTT, mais si vous n'avez pas de PTT, les échanges plasmatiques, ça a zéro plus-value. Et à ce moment-là, il faut les arrêter parce que vous éliminez votre traitement, donc c'est un peu dommage. Et la normalisation des plaquettes en 7 jours. Donc l'arrêt du traitement. Donc quand on n'a pas de variant, ça c'est une étude déjà ancienne, rétrospective, qui avait fait de Fadi Fakouri, mais pour bien montrer, en reprenant tous les cas, que les patients qui n'avaient pas de variant, eh ben, ils avaient très peu de chances de récidive. Le MCP, le facteur H récidivait beaucoup, et le MCP, un risque intermédiaire. Et donc, il a fait un PHRC qui a été publié en Blood en 2020 où on a arrêté le traitement chez les patients et il a analysé les récidives. Alors, bien sûr, comme dans tous ces PHRC, il y a des billets parce que c'est évident que le clinicien qui sait qu'il a un variant du H hyper sévère, un hybride, donc avec dans la partie C terminale une délétion ou un variant pathogène, il a moins tendance à arrêter que quand il n'a pas de variant. Ce qui montre donc que quand même, on avait arrêté les traitements puisqu'il y avait 51% de variants, mais vous voyez en fait que le facteur H qui représente environ 30%, dans cette étude, il représentait 11% de toute la cohorte des patients. 11% avaient un variant de H, 22% de MCP, un I à 11%, un C3. Donc 50% de variants, mais finalement une sous-représentation des variants qui sont le plus associés à une récidive. Il y avait 16% des patients qui avaient déjà fait plus de 1 SHU avant l'inclusion, 43% avaient des manifestations extra-rénales, la durée moyenne d'éculizumab avant arrêt d'administration était de 16 mois et l'estimation du DFG, selon que l'on soit adulte ou enfant, était il y avait 43% des adultes qui étaient entre 13 et 60%, 11% qui avaient moins de 15. Donc vous voyez en fait que globalement, les DFG des enfants étaient très bons, avec une moyenne à 112, et chez les adultes, c'était un peu moins bon, à 62. Le SC5B9 était augmenté chez 63% des patients et le suivi et l'arrêt du suivi après arrêt du traitement était en moyenne de 19 mois. Les patients qui avaient une rechute, il y avait 23% et le délai de rechute était environ de 8 mois. Et quand on regarde finalement qui rechutait, c'est ceux qui avaient déjà eu une récidive sur les patients qui rechutaient ici.
les 13 patients qui rechutaient, bah, ceux qui avaient une récidive avaient plus de risques de récidiver et ceux, il n'y avait pas de différence avec la sévérité, de la MAT et ceux qui récidivaient le plus, c'est ceux qui avaient des variants, pathogènes. Voilà, il y avait également en fait ceux qui avaient un SC5B9 augmenté et donc ça, je vais passer. Donc ceux qui n'avaient pas de variant chez les enfants avaient très peu de risque de récidiver et ceux qui avaient un variant récidivaient plus et chez, les adultes, pas de variant, pas de variant, pas de variant, pas de rechute, variant, une rechute et si on dissèque parmi les variants ceux qui rechutaient le plus, donc vous voyez, donc on avait le facteur H et le MCP qui récidivait, plus et ceux qui avaient également un, ST5B9 augmenté supérieur à 300 par rapport aux patients qui avaient, un, SC5B9 inférieur à 300. Donc en fait, est sorti de là un peu les recommandations qu'on faisait déjà, c'est-à-dire que ceux qui n'avaient pas de variant, ça permet de le confirmer par un PHRC. Ceux qui n'ont pas de variant, on arrête et on est quand même assez tranquille, d'arrêter le traitement. En revanche, en fait, ceux qui ont une mutation, un variant du facteur H, eh ben, c'est plus, délicat et on sait en fait que, ils ont un risque de récidive et s'ils sont un peu, perdus de vue et qu'ils reviennent, plus tard, bah, ils ont un gros risque de rechute. Donc ce qu'il faut, bien comprendre, c'est que si vous arrêtez avec un variant, il faut bien évaluer les triggers, donc la grossesse, les virus, toute infection et on fait maintenant des suivis avec des bandelettes urinaires où, s'ils ont la moindre trace d'hématurie, quand ils commencent à avoir une hématurie microscopique, c'est quand même une bonne valeur, prédictive avec un peu de protéinurie, de la récidive de la maladie. Ça marche surtout, pour les MCP qui peuvent rechuter en fait à plusieurs fois et donc on leur apprend et on les suit, comme ça. Le ravulizumab donc maintenant qui a, l'AMM, depuis mars pardon, donc ça c'est le petit cousin, de l'éculizumab. Alors la particularité du ravulizumab, c'est que, il va venir, fixer au FcRn, il va, se mettre en fait dans un endosome et il va être, à pH, acide. Ça va permettre de libérer en fait, le C5 pris en charge qui va lui être dégradé et l'anticorps en fait, il va être recyclé et il va être exocysté, il va ressortir dans la circulation. Ce qui fait que sa demi-vie, elle est beaucoup plus longue puisque c'est 3 demi-vies par rapport, à l'éculizumab et l'injection, au lieu d'être tous les 15 jours, et ben, c'est toutes les 8 semaines avec, une efficacité qui est bonne, le risque de méningite et c'est bien pour ça qu'on l'arrête en fait le traitement quand on n'a pas besoin parce qu'il d'abord il est aussi très cher et quand on n'a pas besoin, il y a quand même le risque de, méningite important donc il ne faut pas le maintenir chez les gens qui ont pas de variant ou, un variant, peu pathogène avec un fort trigger. On demande aux patients de se suivre et on arrête le traitement. Voilà, donc ça, si on résume le SHU atypique, c'est quand même une maladie rare. L'anti-C5, c'est vraiment et donc là, dans la physiopathologie, on comprend très bien pourquoi, ça marche aussi bien parce que, il y a un rationnel, important avec le blocage, du complexe d'attaque membranaire. On le laisse à peu près 6 mois parce que le temps de reconstituer, l'endothélium et pour l'arrêt du traitement et ben, on se fie en fait, on attend les résultats en fait, voir quel type de, variant pathogène le patient a. Est-ce qu'il en a? Est-ce qu'il en a pas? Et en fonction de ça, on, n'arrête ou pas le traitement. En pratique clinique, il y a pas d'indication à monitorer, le traitement par eculizumab et on surveille après, on leur fait un peu d'éducation thérapeutique aux patients en disant: «Attention, si vous avez de la fièvre, si vous avez, quoi que ce soit,
soit, n'oubliez pas, faites votre bandelette urinaire et vous leur prescrivez un bilan biologique qui vont faire dès qu'il y a une petite anomalie à la bandelette urinaire pour être sûr en fait qu'ils ne sont pas en train d'hémolyser. Donc, quand on regarde le spectre des maths, donc il y a considéré comme maths primitif finalement, maths, c'est le PTT, le SHU, le déficit en cobalamine. Et puis chez les adultes, on se retrouve face à beaucoup de maths secondaires, dont l'hypertension maligne. Donc l'hypertension maligne, comment vous pouvez vous en sortir quand il y a à peu près 50% des SHU atypiques qui arrivent avec une hypertension artérielle maligne. Donc l'hypertension artérielle maligne, donc vous savez, hein, vous perfusez votre patient, vous assurez qu'il ne soit pas sec, parce que effectivement, le fait de mettre les, les IEC d'emblée alors que le patient il peut être hypovolémique, c'est dramatique. Donc vous le perfusez, vous êtes sûr que votre patient il n'est pas déshydraté. Souvent il vous dit hein, s'il a une hypertension artérielle ancienne, parce que la première cause c'est le patient qui arrête ses médicaments, et très souvent en fait il a perdu, il a eu en fait il a déverrouillé sa natriurèse et il peut être un peu hypovolémique. Donc perfusion. Vous passez un salé si vous pensez en fait qu'il est déshydraté, qu'il est juste vasoconstricté. Si vous avez un doute, vous mettez l'oxène à la seringue électrique et vous n'attaquez pas par un IEC ou un ARA2 qui sont quand même les meilleurs des traitements si la volémie est corrigée. Et normalement, vous corrigez sa pression artérielle en 48 heures. Si en 48 heures, vous avez corrigé, même en 24 heures, enfin, je veux dire, vous avez corrigé son hypertension artérielle, si les plaquettes ne remontent pas, ça veut dire que c'est très probablement pas une hypertension artérielle maligne. Donc, il faut penser en fait à un SHU atypique. Et c'est pareil pour la grossesse, le HELP, la prééclampsie. Les traitements, en fait, c'est l'extraction, en fait, un accouchement rapide, hein, l'extraction du bébé. Si en 48-72 heures, ce n'est pas réglé, c'est soit que vous êtes passé côté d'un choc hémorragique avec une nécrose corticale et donc il y a il y a une IRA, donc vous faites tout de suite l'angioscan et après les diagnostics différentiels, c'est le SHU atypique et le PTT parce que normalement, c'est réglé. Donc ça, c'est important en fait pour aller vite parce qu'on ne fait pas toujours le diagnostic initialement. Après les maladies auto-immunes, très souvent, vous avez d'autres symptômes, hein, la crise rénale sclérodermique, vous pouvez avoir enfin, vous avez quand même, vous allez avoir les anticorps et puis la patiente, c'est rarement de novo comme ça sur le rein. Les infections, donc là, vous cherchez les grippes, etc., qui peuvent être isolées, mais ça peut être aussi un trigger du SHU atypique. Et puis le cancer, vous recherchez une gamma-pathie monoclonale, la prise de médicaments, de toxiques, la cocaïne, hyper important maintenant. On a l'impression, enfin, c'est vraiment le marché libre. Donc ça, c'est de grands triggers de maths. Donc systématiquement demandé. Moi, j'ai été très étonnée. Récemment, on a reçu et pas du tout pensé en se disant, enfin, être assez systématique pour le doser et pas se dire, oh là là, mais elle, ça m'étonnerait qu'elle prenne des drogues. Non, moi, j'ai été surprise à plusieurs fois en me disant, franchement, je n'aurais pas pensé du tout. Maintenant, c'est vraiment pris de façon enfin, beaucoup plus fréquente qu'on le pense. Et la gammapathie monoclonale qui peut aussi être associée à une MAT et les cancers. Mais ça, il y a souvent, quand vous examinez bien vos patients, vous trouvez quand même, vous vous en sortez, quoi. Donc ça, donc là, vous avez fait le French Core. Et donc, si vous voulez, dans le spectre des maths, la maths complément médié, le SHU atypique, c'est un diagnostic d'élimination, mais il faut aller vite. Donc, vous prenez vous prenez l'ensemble de
des causes secondaires et vous éliminez quoi? Les médicaments, qu'est-ce que vous avez pris? Est-ce qu'il y a eu des toxiques? Est-ce que il y a une altération de l'état général? Est-ce que vous aviez un traitement antihypertenseur avant? Est-ce que vous l'avez arrêté? Enfin, vous allez aller assez vite au diagnostic, mais contrairement au PTT, et ça c'est génial dans le PTT, ils ont l'activité Adam Stress, nous on n'a pas de il n'y a pas de biomarqueurs qui vont vous dire, sauf si vous avez un C3 bas, mais c'est que dans 30% des cas, vous ne savez pas en fait si c'est vraiment ça. En plus, la difficulté dans le SHU atypique, c'est que vous pouvez avoir un Covid, mais que ce soit le trigger. Donc, soit le Covid tout seul, il peut donner une mat, mais il faut penser que ça peut aussi être un trigger en fait du SHU atypique. L'hypertension maligne, c'est ce que je vous disais, les SHU atypiques, dans 50%, ils se présentent avec l'hypertension artérielle maligne. Mais maintenant, en fait, si vous contrôlez l'hypertension, si en 48 heures, ça évolue pas bien, vous avez contrôlé l'hypertension, l'hémolyse persiste, pensez que c'est très probablement un SHU atypique. Et puis, la grossesse, c'est également un trigger, mais les diagnostics différentiels qui sont HELP, prééclampsie, ça, normalement, quand le bébé, il y a une extraction du bébé, un accouchement en urgence, ça doit se régler également, en fait, dans les 48 heures. Et puis, quand vous avez de la mat post-transplantation, peut-être que le diagnostic n'a pas été fait. Il ne faut pas vous dire que c'est les anticalcinurines. Le diagnostic n'a peut-être pas été fait sur le rein natif. Donc ça, c'est pour vous dire qu'en fait, il n'y a pas de bon biomarqueur. On a maintenant en fait le test d'activation des cellules endothéliales. Pour l'instant, en fait, il n'y a aucune validation en routine, mais ça a l'air, voilà, on a un PHRC en cours dans le service, un PHRC. J'espère qu'on aura bientôt le résultat. Donc l'objectif là, ce qu'avait fait, c'est une étude, c'est une première équipe italienne de Marina Norris qui travaille beaucoup sur le SHU et sur le complément, qui avait fait cette étude. Donc, ils avaient regardé, je vais vous montrer d'abord la diapo précédente. Donc, ils avaient montré que ils prenaient du sérum, du sérum pardon, à la phase aiguë du SHU atypique et il l'exposait sur les cellules endothéliales et collectait aussi du sérum, donc à la phase aiguë et en rémission. Et regardez les dépôts de C3 et de C5B9. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les dépôts de C5B9. Donc, vous voyez, à la phase aiguë, quand vous aviez un SHU atypique, vous avez un gros dépôt de complément à la phase aiguë. Et puis, en rémission, en fait, ça baissait. Voilà, ça, c'est sur les cellules quiescentes. Et quand les cellules étaient activées, donc des cellules qui se protégeaient moins bien, dans les deux cas, on avait du C5B9 augmenté. Donc là, de ça, ils ont regardé un peu leur SHU atypique en pré-eculizumab, en post-eculizumab. Ils montraient en fait que dans leur SHU atypique, la plupart avaient du C5B9 augmenté. Et quand ils reprenaient les sérums et qu'ils les exposaient à nouveau sur les cellules endothéliales, l'analyse était faite par analyse de microscopie où ils quantifiaient la fluorescence, ils n'ont plus ces dépôts. Voilà, que ce soit activé, préactivé. Et donc la question qui se pose, c'est de se dire, finalement, donc là, il montrait également que quand on arrête l'éculizumab, donc ça pourrait être la façon de suivre, on voit en fait que chez certains patients, il y a une augmentation des dépôts, chez d'autres, il reste stable, et puis vous voyez, quand on arrête, il y a une petite partie qui reste négative, et puis d'autres qui sont positifs, et ils ont montré en fait que parmi les patients qui avaient des rechutes, ils avaient tous des dépôts augmentés. Voilà. Bon, ça, pour l'instant, on ne l'utilise pas. Je vais passer. Voilà, on n'utilise pas. On n'utilise pas. Et puis, en fait, la difficulté que l'on a, je vous montre cette diapositive sur ce test in vitro, c'est qu'il peut aussi être augmenté. Ici, vous avez dépôt massif
est normal. Et quand on regarde en fait dans les différentes maths, vous voyez en fait que SHU atypique, 100% long. Dans l'hypertension, on a quand même une partie qui est long aussi. La grossesse, 100% long. Dans la maths de novo, un petit peu. Donc, c'est pas non plus spécifique d'une maths complément dépendant liée à un variant. Donc, c'est bien plus complexe. On est en train voilà, on a un PHRC en cours, Totem, où on analyse toutes les maths et on a mis au point le test au laboratoire et on va regarder en fait, après les cliniciens, ils font ce qu'ils veulent, ils donnent l'anti-C5, ils ne le donnent pas. L'intérêt du PHRC, c'est pas de le valider dans le SHU atypique parce qu'on sait déjà que ça marche, c'est de savoir si finalement, quelle maladie est-ce que ça pourrait servir de ce test-là pour donner en fait un peu d'anti-C5 un peu en cure courte aux patients selon les différentes maths, parce qu'on sait en fait qu'il y a parfois, sans avoir de variant pathogène, on peut activer secondairement le complément qui est quand même responsable en fait d'une dégradation du rein. Donc, c'est de savoir est-ce que ça aurait un intérêt, ça pourrait être une orientation thérapeutique, ces dépôts, pour guider le traitement. Je vais partager, je ne sais pas si vous voyez le deuxième. Vous voyez là Oui, on le voit. Ah On le super, voit. voilà. Maths et grossesse. Voilà, donc Ouais. juste vous dire, donc là on a une patiente récemment qui a accouché par voie basse. Une première fois, première grossesse, ça s'est passé sans problème. Et la deuxième grossesse, elle n'avait pas fait, jusqu'alors, elle n'avait pas d'hypertension, elle n'avait pas fait de prééclampsie. Elle avait 66 micromoles le jour de l'admission pour le déclenchement. Et elle fait une hémorragie de la délivrance, elle est embolisée en urgence. Elle arrive, elle a une IRA, elle a 170 micromoles, elle est oligurique. Et donc, dans un premier temps, ce qui est difficile, et ce qui peut être difficile avec la grossesse, c'est de savoir faire la part des choses de la MAD, de la CIVD. C'est pas toujours simple. Donc là, il y a un petit score. Bon, il vaut ce qu'il vaut, mais ça permet d'essayer de faire d'essayer de nous aider en tout cas, où ils expliquent que si le score il est supérieur à 5, ça a quand même une bonne spécificité pour dire que c'est plus de la CIVD. Parce que ce qui peut arriver dans la grossesse, et surtout quand il y a un saignement majeur, on ne sait pas toujours, quoi. Voilà. Donc les marqueurs de la fibrine, quand ils sont très très augmentés, comme les dédimères, c'est en faveur. Le prolongement en fait du TP. Le TP très allongé aussi, les plaquettes basses, mais ça se voit dans la maths aussi. Mais donc ces deux critères, c'est pour ça que quand vous avez cette particularité de doute sur la maths chez la femme enceinte, savoir en fait est-ce qu'il y a potentiellement une CIVD, est-ce qu'il y a eu une hémorragie, est-ce qu'il y a eu un sepsis. Donc vous devez vraiment bien doser vos bilans d'hémostase, votre fibrinogène, vos dédimères en plus. Parce que la première cause après une hémorragie de la délivrance comme ça, qu'on se posait avec l'IRA, c'est d'éliminer la nécrose corticale et la grossesse est un risque majeur. Là, on vient juste de terminer une étude en France où on montre que ça représente, c'est pas tout, hein, parce qu'on pensait qu'il n'y avait que la grossesse, mais c'est dans 50-60% des cas, en fait, la nécrose corticale, qui est une pathologie rare, et survient après la grossesse. Et là, donc c'est quand même dramatique. Donc là, en fait, c'est ce qu'on a montré, les causes obstétricales et les causes non obstétricales. Et donc, avec la grossesse, c'est l'utilisation de l'hexacil et notamment en fait à des dosages trop importants qui sont supérieurs. Maintenant, ils font très attention, hein, parce qu'il y a des recommandations pour utiliser l'hexacil à pas trop forte dose, maximum 1 gramme. Je crois qu'ils sont à 3 grammes parce que le risque, c'est vraiment de faire une nécrose corticale, quoi.
Dans ces cas-là, il y a les LDH qui sont aussi très augmentés. Et vous voyez en fait que la nécrose corticale, dans 50%, 75%, ça peut être associé à une MAT, mais ça peut aussi être associé à une CIVD. Donc, c'est assez complexe. La première chose à éliminer, c'est ça. Et donc, c'est en postpartum. Et s'il y a un contexte hémorragique, un contexte de sepsis, pas toujours facile de faire la différence avec est-ce que c'est la nécrose corticale liée à la MAT, à la CIVD? En tout cas, ce que l'on a, c'est un cortex, vous voyez, qui n'est pas perfusé. Et ils appellent ça le swim reverse, je pense, parce que vous avez l'impression que la médulaire, finalement, elle est plus perfusée que la corticale. Elle fait ressortir le fait que la corticale, elle soit pas du tout vascularisée. Et ben, ça fait ressortir la médulaire. Donc là, c'est une nécrose corticale. Bon, le pronostic n'est pas bon. Enfin, pas très bon, hein, puisqu'il y a à peu près 50% des femmes qui seront en IRCT d'emblée. Donc, première chose à faire. Après, la deuxième chose, c'est de se dire, est-ce qu'il y avait une prééclampsie? Donc là, on interroge, hein, est-ce que il y avait une notion de prééclampsie avant, d'HTA, de protéinurie, d'insuffisance rénale? Est-ce qu'il y a eu un HELP? Est-ce que les azates, les alates étaient élevés? Là, c'était pas majeur, mais la prévalence, c'est quand même 5%. Donc, quand on a des pressions artérielles supérieures à 140-80, avec une protéinurie supérieure à 0,3 g, des plaquettes inférieures à 100 000, un sérum augmenté. Enfin, ça, il y a une définition et on recherche en fait la dysfonction hépatique. Donc là, vous savez aussi que pour la prééclampsie, là, c'est chouette parce que il y a, quand vous avez ce rapport soluble FIT1 sur PIGF inférieur à 38, vous êtes assez tranquille pour dire que, a priori, c'est pas une prééclampsie. Donc, vous rajoutez ce marqueur dans votre liste, comme les marqueurs de SAPL pour la femme enceinte. Donc ça, je vous montre le HELP qui est une MAT, hein. Le HELP, c'est la MAT de la grossesse, mais c'est la MAT hépatique. La MAT hépatique au cours de la grossesse. Donc ça touche moins le rein, mais c'est vraiment une MAT hépatique. Donc normalement, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que ce topo-là était adressé aux gynéco-obstétriciens, normalement, en 48 heures, 72 heures, après, une fois que l'accouchement se fait, la MAT doit s'améliorer. Si ça ne s'améliore pas, à ce moment-là, vous devez penser à autre chose. Et elle, cette patiente, elle a eu l'accouchement, donc elle a eu la CIV, elle a eu le choc hémorragique, donc elle pouvait avoir plein de choses, quoi. On lui a fait le scanner. Bon, le scanner, il n'y avait pas de nécrose, il y avait pas de nécrose corticale. Et puis après, 4 jours après l'accouchement, elle s'est redégradée. Elle s'est dégradée en fait sur le rein avec l'apparition d'un tableau de maths biologiques, une apto effondrée, une hémoglobine, une thrombopénie qui se creusait. Et c'était 4 jours après la grossesse. Donc là, elle avait une hypertension, mais qu'on a très vite contrôlée. Donc là, eux, ils avaient mis du Trendat parce que c'était un peu les réanimateurs qui travaillent avec les. Donc autrement, vous pouvez le mettre. Elle a accouché. Voilà, elle peut. Donc ils mettent soit Loxène, soit Trendat. Ils mettent surtout pas d'IEC ou DARA2, mais très vite, nous, quand elle est arrivée chez nous, on lui a mis. On a contrôlé avec des IEC ou enfin, je crois qu'elle a eu des IEC. Voilà, mais en tout cas, elle était sous PSE. Et on a réussi à contrôler la pression artérielle et malgré ça, elle aggravait sa MAT et donc l'hypertension. On pouvait se poser la question également de ce diagnostic. Elle avait un fond d'œil normal, elle n'avait pas du tout d'atteinte neurologique. Ça a été très transitoire. Ça a été contrôlé et puis elle restait en fait avec ce diagnostic où on pensait plutôt, donc le PTT a été éliminé, à un SHU. Alors voilà ce qu'on dit classiquement du PTT et du SHU, ce qui est un peu moins vrai puisque il faut toujours penser à un PTT initialement et les cas effectivement de décès dans la région qu'on a eu, ils n'avaient absolument pas d'atteinte neurologique qui peut arriver tardivement. Donc là, la différence, et ça, je pense que ça vous a bien été expliqué, que la physiopathologie du PTT, c'est une maladie
emboligène, en fait, le PTT. Ce n'est pas un problème de la cellule endothéliale. La cellule endothéliale, elle va très bien, mais elle produit, en fait, ces facteurs von Willebrand, hop, ces multimères qui vont en fait se mettre dans la circulation, donc dans la lumière du capillaire, et à la surface de la cellule endothéliale, ils sont en permanence clivés par l'ADAME stress. Et quand en fait cet ADAME stress ne marche plus, soit parce que c'est congénital, soit parce qu'il y a un défaut d'ADAME stress, ou soit la plupart du temps parce qu'il y a un anticorps qui empêche finalement de cliver ces petits bras, et ben ça va former en fait des larges bras de von Willebrand qui vont se retrouver dans la lumière et les plaquettes vont venir s'agréger. Donc, il y a des petits morceaux comme ça, il y a des petits thrombis, hop, qui vont partir et qui vont venir se occlure les capillaires un petit peu plus loin. C'est pour ça que c'est souvent beaucoup plus diffus et que le pronostic est vital et que le pronostic est au cœur parce que ça se met aussi dans les coronaires. C'est une maladie, en fait, une maladie emboligène, quoi, ça se met en fait dans tous les vaisseaux. L'algorithme, donc ça, on a vu. Ça, j'en parlerai pas. Vous avez eu un large et en travers. Et tout ça, voilà. Je voulais juste rajouter le petit côté voilà, sur la grossesse. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, si c'est clair, si j'ai été trop vite, peut-être, vous me direz. Non, Merci, merci professeur. beaucoup, ça a été très clair. Alors, vous avez des questions? Vas-y. Oui, professeur, il y a 3 questions. Donc, pour la première, y a-t-il des modalités de surveillance bien codifiées dans le CHU atypique ou on les suspecte uniquement sur signe d'appel de la part du patient? Alors, en fait, le patient, il a aucun signe d'appel, hein, parce que c'est quand même une maladie qui parle peu. C'est surtout, en fait, s'il devient pâle ou l'asthénie. Pour le premier diagnostic, on fait une prise de sang et on découvre une insuffisance rénale. C'est souvent comme ça que ça se passe, ou par une hypertension. Donc, c'est l'hypertension, l'asthénie, il se sent pas bien, la pâleur, parce qu'il a une anémie assez sévère, et notamment le MCP, ça donne des hémolysines assez importantes et donc l'enfant il est très pâle et c'est en faisant donc il est prélevé et on voit en fait qu'il a l'anémie hémolytique, la thrombopénie et puis l'insuffisance rénale. Mais ça parle très très peu, hein. C'est comme beaucoup de maladies rénales en fait, hein. Avez-vous eu beaucoup de cas de méningite post-écu en pratique? En pratique, il y a eu 2 ou 3 cas, il y a eu 2 cas en France répertoriés. Alors, l'incidence, elle est 400 fois plus élevée. Vous avez 400 fois plus de risque de faire une méningite que dans la population générale. Donc, c'est à prendre au sérieux. En revanche, en fait, est-ce que c'est fréquent? Non, c'est pas dans tout. Je suis passée très vite sur l'analyse qui a été faite à partir de registres de tous les patients sous éculizumab. Donc, on montre que l'incidence n'a rien à voir. Donc, il faut quand même le considérer et puis bien expliquer au patient que s'il a la moindre céphalée, que c'est la moindre fièvre, qu'il faut vraiment venir rapidement à l'hôpital. Donc, ça reste rare. Moi, personnellement, j'en ai pas eu. Il y a eu 2 cas en France, donc parmi tous les patients qui sont traités, non, c'est pas fréquent. Mais si vous comparez à la population non traitée, ils ont quand même un risque, un surrisque très très important. Donc, c'est à prendre en considération et à bien expliquer aux patients. Et d'ailleurs, en fait, souvent, ils ont une petite carte et on leur dit s'il a perdu connaissance, enfin, s'il n'est pas bien, qu'il a des céphalées brutales, etc. Mais venez vite et on leur dit aux patients qu'ils ont un surrisque, donc ils doivent se surveiller. Donc, pour une dernière question pour que vous soyez à l'heure. Donc, en pratique, après avoir éliminé le PTT en absence de contexte de maths secondaire, est-ce qu'on peut débuter les Q avant d'avoir les dosages de compléments spécifiques? Ah, mais c'est surtout, faut pas les attendre. Vous les aurez pas.
vous les aurez surtout pas, ne les attendez pas, parce que là, le rein, il va être perdu. Donc, si pour vous, vous avez checké, vous dites, voilà, vous avez enlevé la figate, enfin, pour vous, c'est pas un SHU typique. Le PTT, vous l'avez éliminé. Vous avez fait vite vos maladies auto-immunes, les déficits en cobalamine, il faut quand même y penser, parce que c'est rare, mais vous avez prélevé votre homocystéine. Voilà, vous n'attendez pas, vous traitez. Parce que de toute façon, vous allez avoir votre résultat quand même longtemps après. Donc, c'est plutôt, comme je vous le disais, pour finalement arrêter le traitement, quoi. Donc, soit vous faites le panel, en fait, c'est à la HEGP chez Véronique Fourmebaki. Il y a plein de gens maintenant qui font des exomes, mais il faut quand même savoir que les exomes, c'est pas toujours des gens spécialisés qui les interprètent. Vous vous retrouvez avec des trucs, vous savez pas si le variant est pathogène ou pas, et puis après, vous vous retrouvez en deuxième intention à redemander un avis. Donc le plasma, en aucun cas, vous allez arrêter un traitement parce que votre C3 est normal ou votre facteur plasmatique est normal, surtout pas parce que de toute façon, la quasi-majorité des cas, c'est que 10% de baisse du facteur H plasmatique et 30% de C3, donc ça vous élimine absolument pas un SHU. Et le temps que vous récupérez le variant, vous traitez le malade et vous vous posez la question après, surtout sur la durée du traitement et le risque de récidive. Ça sert plutôt à ça, en fait, de récupérer le variant. Très bien, merci professeur pour cette excellente présentation. On souhaite que vous arrivez à l'heure à l'aéroport. Bonne Bon, soirée. bah, bonne soirée, au revoir, au revoir. Au Merci, revoir. au revoir, Merci beaucoup. au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.